Allô? C'est reparti. C'est encore Polysleep. Pourquoi je l'ai dit avec autant d'agressivité? Je l'ignore. Mais c'est ça pareil. Alors, Polysleep, il y a un nouveau code promo. Oh yeah, nouveau code promo. C'est 25. Le VAC. 25. T'as 25% sur tous les produits Polysleep. Polysleep, j'arrête pas de le répéter, c'est un matelas et tous les accessoires par rapport au sommeil. C'est un super bon matelas. Moi-même, je l'utilise. C'est un super matelas. C'est bon pour les douleurs musculaires et c'est aussi bon pour faire des bonnes nuits de sommeil. Alors, avec le code promo 25, le VAC en majuscule 25, de 25% de rabais. Oh yeah! Je m'achète-tu un nouveau matelas? Je suis pas sûr. 25% de rabais. Saute là-dessus. Let's go. Mon invité, c'est Pierre-Luc Lafontaine, comédien, musicien, gars fascinant, franco-ontarien. J'ai adoré converser avec lui. Pas mal toute sa vie dans le podcast. Fait que pourquoi vous le résumez quand lui-même résume sa vie beaucoup mieux que moi? Je ferme ma gueule. Je me tais. Je laisse toute la place à Pierre-Luc Lafontaine. Bon podcast. Oh ouais! Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Thomas, enchanté. Très heureux de t'rencontrer. Merci beaucoup, c'est un honneur, merci de l'invitation. Un honneur. Je suis non, content c'est vrai. d'entendre ça. Je traite beaucoup sur ton podcast. Je l'ai regardé pendant tellement d'années que c'est juste cool de se retrouver ici devant toi et de te rencontrer en personne. J'ai demandé ton autographe tantôt, tu m'as demandé. Merci. Donc voilà, non, très content. On passe ça rough. T'es né où et en quelle année? Au fait, je suis né à Ottawa, qui était Gloucester avant, puis là, ils ont tout appelé ça la même place. Donc, pas l'Outaouais, Gatineau, Hull, là, vraiment Ottawa, la place que personne ne tripe nécessairement. Puis je suis né le 5 mars 91, donc un poisson franco-ontarien et fier de l'être. C'est quoi? Les franco-ontariens, vous me fascinez. Premièrement, c'est comment grandir à Ottawa? Au fait, il y a comme le stéréotype de genre la grande guerre entre comme les Anglos puis les Francos. Ça, je ne l'ai pas vécu, même si j'ai vécu à Ottawa pour presque 19 ans. Peut-être plus jeune, j'ai eu comme quelques... Genre, je me rappelle d'un événement où j'avais, genre, je sais pas, 7-8 ans, puis je faisais un bonhomme de neige vraiment laid dans la cour, puis des jeunes qui sont passés à l'époque, j'étais sûr qu'ils étaient dans la trentaine, mais tu sais, quand t'es jeune, l'âge et tout, tu sais, ils devaient avoir, genre, je sais pas, là, 16. Et ils m'ont juste traité de comme « Yo, French frog, go back into your country », puis ils sont partis, puis ça m'a marqué, mais c'est le seul, tu sais, quand même, en 18-19 ans, de vraiment une confrontation un peu weird comme ça. C'est assez spécial parce que moi, notre culture familiale, puis aussi beaucoup de mes amis, dont Alexandre Bissaillon, qui est humoriste, puis qui était... On le salue. Un ami de skate pendant plusieurs années et tout ça. Il y a quelque chose de drôle parce que à l'école où on allait, il y avait quand même beaucoup de tu sais, une partie d'anglophone et tout ça. Puis je me suis souvent fait traiter de Québécois toute ma vie. Okay. Et quand j'allais au Québec, c'était comme « Ah, le gars qui vient d'Ottawa ». Fait que finalement, quand t'es francophone, en Ontario, il y a comme... tu sais, c'est soit on pense que t'es Québécois ou quoi que ce soit, mais c'est... Comme expliqué, je pense que c'est une ville que beaucoup de personnes trouvent plate là, quand ils vont parce que les bars finissent tôt. Puis je veux dire, c'est très protocolaire, fonctionnaire et tout. Puis c'est vrai. Mais je pense que comme n'importe quoi, le lieu de ton enfance et tout ça, il y a tellement de nostalgie puis d'émotions et de trucs qu'on a vécu que c'est sûr que moi, c'est un terrain fertile quand j'y retourne de replonger créativement dans des vibes. Puis j'ai une grande période de skate qui a été très importante pour moi dans mon adolescence jusqu'à comme 18-19 ans. Là, je pensais même comme plus jouer parce que je voulais continuer à faire du skate. Là. Ça a vraiment été une obsession. On saute là-dedans? Ouais. Comment t'as commencé à faire du skate? Aller là-dedans. Pardon? Comment t'as commencé le skate? Au fait, c'est drôle parce que puis j'ai eu comme 2-3 grandes passions dans ma vie vraiment qui sont devenues obsessives, compulsives et tout le temps comme malsaines par la fin parce que c'était comme le besoin de devenir... d'avancer, de continuer à progresser était trop intense. Bref, c'est juste un truc que j'ai réalisé récemment que comme j'ai comme des 4-5 ans de comme une obsession sur quelque chose, puis après ça devient... Bref, c'est un sujet pour plus tard. Mais dans le fond, c'est un ami qui était comme « Hey, viens faire du skate à 13-14 » puis je me souviens que je jugeais ça. J'étais comme « Ah, le skate, c'est juste pour les gens qui pensent qu'ils sont cool. » Et finalement... J'aime ton rythme. Ouais. Et finalement, je suis tombé en amour, puis ça a été, je veux dire, le matin, midi, soir, tout. Ça me fascine parce que moi, le skate, moi, ce qui me fascine dans le skate, c'est
des personnes comme toi, vous voyez le skate et vous voyez toutes les possibilités de C'est manœuvres. C'est fou. Et moi, je vois le skate et je vois tous les os qui peuvent se casser. C'est pour ça que je ne veux pas embarquer là-dessus. Toi, la première fois que tu as fait du skate, c'était quoi ton niveau? J'étais complètement nul et affreux, mais le premier 2 semaines, l'idée d'un ollie était tellement comme incroyable. Je comprenais pas comme l'aspect comme de science d'être capable de... Puis juste pendant 2 semaines, j'ai été comme non-stop à essayer dans l'herbe sans bouger à faire un ollie. Puis la première fois que ça a fonctionné, j'ai fait un ollie par-dessus un soulier après 2 semaines. Puis le high, la satisfaction est quand même dur à expliquer dans mon cas, autre que j'ai peut-être ressenti au travers de la drogue, qui n'est pas une bonne chose. Donc, je dirais que le high de dopamine puis de liberté aussi, de juste skater en dévalant, tu sais, comme les rues sans nécessairement même faire des tricks ou quoi que ce soit, même si ça, c'est incroyablement jouissif, mais je sais pas, c'est un truc que j'ai vécu des grands moments et beaucoup de nostalgie reliée au skate. Donc, wow. Voilà. Et tu skatais où? Dans des skateparks ou un peu dans la rue? Non, vraiment dans du street. Ce qui est fou, au fait, c'est qu'avec le temps, ta perception de la réalité urbaine change beaucoup. Et comme tu disais, non, mais c'est vrai, mais c'est comme tout devient, comme tu disais, un monde en expansion avec tellement de possibilités que comme pendant plusieurs années, en auto ou tu sais, en arrière, parce que mes parents conduisaient, mais toutes les marches et les handrails, je veux dire, c'est vraiment, tu deviens focus là-dessus. Donc, la ville devient ça. Les trucs de possibilités. Puis je trouve vraiment que c'est tellement proche de l'art là, et la poésie, le skate, je pourrais vraiment le défendre. Mais bref, c'est une culture que j'aime beaucoup puis que j'ai comme quand même ralenti parce que je me suis pété la face 2 fois des veilles de tournage, tout ça pour les assurances et pour tout. C'est it's a big no-no. Fait que voilà. Les réals devaient être contents. Ah non, c'est ça. Ça crée des situations assez singulières et pas cool. Mais bref, voilà. Fait que je sais même pas c'est quoi la... Ah oui, Ottawa, comment c'était. Mais juste avant, le skate, ça me fascine. Ouais. Est-ce que tu faisais ça dans l'objectif, juste, c'est une passion, ou tu te filmais, tu voulais être commandité? Qu'est-ce qui se passait? Au fait, j'ai été commandité pendant un certain temps par West 49, que je sais pas, c'est ça, c'est jamais Ça me dit au rien, Québec, moi. ça. OK, mais je sais pas ce serait quoi l'équivalent au Québec, mais c'était comme une franchise. Genre, je veux pas dire ça pour insulter personne, mais peut-être un peu border poser ou genre, tu sais, les skateboards et le linge, tu sais, comme il y a eu comme une époque quand moi je me souviens quand les longboards sont arrivés, tu sais, j'étais ado, puis j'étais très comme puriste face au skate, fait que là j'étais comme plusieurs de ça, c'est juste un accessoire de mode et tout ça, mais bref, c'était comme une espèce de franchise à travers l'Ontario, I guess, de comme, tu sais, un genre de boutique dans les centres d'achat et tout ça, puis, mais le but de ça, au fait, c'est dur à expliquer. J'avais pas un désir de devenir pro, mais c'est sûr que je pense n'importe qui a goûté à cette drogue-là a le goût d'en faire le plus longtemps possible. Et donc, oui, je dirais qu'à un certain moment, peut-être que j'avais le goût de perdurer là-dedans, mais plus peut-être de le raconter de façon cinématographique, comme, tu sais, réelle, puis définitivement une direction que je vais prendre avec le temps. As-tu des films de skate qui t'ont marqué? Des films de skate, au fait, il y a genre Kids de Larry Clark, certains films qu'il a fait, mais... Ça, c'est fou comme film. Ouais, pour ceux qui connaissent pas Kids de Larry Clark, ouais, allez voir! Vous allez être surpris! C'est spécial, puis en toute franchise, comment dire, en rétrospective, voir les thèmes que ce réalisateur-là a abordés, je suis pas sûr si je l'embosse tant que ça maintenant à l'âge que j'ai. Là. Ah, mais c'est pas notre œuvre! C'est 100%. Et, mais voilà, mais je trouve qu'il y a encore comme, il y a tellement de trucs à explorer au niveau du skate, même en fiction, qui n'a pas été encore exploré. Fait que c'est peut-être pour un projet dans 25 ans, je vais le faire ça. Moi, je sais que Spike Jonze Spike Jonze, qui est un grand réalisateur, il a gagné aussi pour le scénario de Her aux Oscars. Il a commencé dans le monde du skate, puis il y avait un film qu'il avait fait pour... Je m'en souviens, je pense que c'est la marque Girl, puis il avait pris une caméra... Il avait trouvé une caméra qui prenait... Je pense que c'est mon premier deck, ça. Ouais, c'était il filmait pour eux autres. C'est cool. C'était vraiment, il amenait une certaine poésie au film de skate. Ah ouais, c'est débile. C'est une époque... C'est cool. Puis c'est débile. Surtout, l'avancement en skate est quand même complètement impressionnant au fil des ans. Là, entre il y a genre 10 ans et maintenant, c'est comme débile de voir des kids de comme 1 an et demi, genre, rider un mur. Puis t'es comme, parfait. La science derrière ça, je n'ai rien compris, mais toi, ça va. Puis il est comme, yeah, living my best life. T'es comme, wow. Fait que bref, j'aurais jamais réussi comme pro, ça, c'est sûr et certain. Fait que voilà. Je sais même pas comment j'ai parlé de ça, mais ouais, skateboard, Ottawa. Pas Ottawa, parce que tu skatais avec Alex Bisaillon. Alex Bisaillon, exactement. Comment tu as commencé à jouer? À jouer, au fait, j'étais très au primaire, l'école Séraphin Marion, qui était une école francophone. Puis, tu sais, en Ontario, il y a réellement une communauté de gens francophones qui n'ont pas d'accent, puis que c'est comme, qui défendent la langue française à l'extérieur du Québec. Puis c'est très beau à voir, là, parce qu'il y a souvent le stéréotype de comme, dès que tu franchis, tu sais, l'Ontario, comme, tout le monde parle avec un accent comme ça, ou genre, tu sais, ce qui est pas la réalité. Puis je sais qu'au primaire, j'étais vraiment obsédé par François Pérusse, surtout le tome 6, au fait. C'est vraiment
vraiment cet album-là qui m'a... qui m'a comme, je sais pas, éveillé à un monde en moi. Je suis sûr même que ça a causé une forme de maladie mentale d'écouter ça très jeune, mais je me suis adonné à faire devant un public en bas de 10 ans, dans le fond, du lip-sync de certaines tunes de l'album 6 de François Pérusse à chaque Halloween. Parce que l'Halloween, c'est vraiment comme une fête qui est très... L'univers de l'Halloween, de genre Nightmare Before Christmas de Tim Burton, ou comme tout cet univers-là est vraiment... j'ai été marqué jeune. Fait que de mixer, genre, cette espèce de truc-là weird de comme « Excellent belle, une fille », sur du lip-sync à genre 8 ans devant des anglophones qui sont comme « Il est fou », à l'Halloween, déguisé, un peu weird. C'est comme la genèse, je te dirais, de la folie part de là. Et c'est de là que j'ai dit à ma mère, comme j'ai tellement le goût. Au fait, moi, je voulais faire de l'humour. C'était vraiment comme, tu sais, Stéphane Rousseau, jeune, j'étais comme « Wow », comme c'est incroyable. C'est vraiment ça. Fait que j'ai dit à ma mère, j'ai le goût de devenir comédien, mais moi, dans ma tête, comédien, c'était de faire ouais, exact, de faire de l'humour sur scène. Évidemment, ça n'a pas été ça. Fait que ma mère était comme, ben, ça doit être le jeu, lui, qui a le goût de faire. Puis, de fil en aiguille, elle a trouvé une agence qui s'appelait l'agence Girafe, qui, bon, c'est un nom c'est ça le nom. Fait que c'est ça. Ça dit tout. Une agence plus, tu sais, pour les jeunes. Et il y avait une audition à l'époque de Macaroni tout garni que j'ai faite. Puis, j'ai eu la chance de rentrer là-dedans. Puis, de fil en aiguille, la tristesse a commencé. Là. Fait que là, j'ai été... Non, mais OK, mais ça m'intéresse. Les enfants acteurs, vous me fascinez. Ouais, c'est singulier quand même. C'est comment... OK, c'est comment? C'était comment ta vie? Ben, c'est très weird de très vite rentrer, d'avoir un décalage avec tes autres amis de classe. Tu sais, comme moi, déjà, en plus, j'étais à Ottawa, fait que genre, j'ai manqué énormément d'école pour les tournages et tout ça. Puis de rentrer dans un milieu où tu es aussi considéré comme un adulte, tu sais, comme il y a pas de... Moi, j'ai pas senti d'infantilisation, de comme, hey, la petite, tout ça. C'est vraiment comme, t'es un adulte et tout, puis ça... C'est sûr que ça a un effet où que je pense que la spiritualistique de comme grandir, de vivre son adolescence, de comme la première affaire, la première job, tout ça, ça vient un peu brouiller les cartes où ton repère de comme comment vivre la vie est un peu weird. Mais déjà, c'est étrange que tu aies la réflexion. Je peux pas faire de skate parce que je vais me faire mal. Pas je vais me faire mal. Ouais. Je vais abîmer mon visage pour demain... Je vais travailler. C'est très étrange. 100%. Personne de 16 ans pense à ça. 100%. Puis aussi, quand t'es jeune, moi, je sais que ça a fait cet effet-là. La compréhension de comme... Tu sais, j'ai le mythe de comme chaque audition, tu les as, puis c'est comme YOLO. Tu sais, je disais, moi, je me souviens à 14-15, c'était pas de la galère. Je pense que c'était à 14 ans. C'était pas de la galère que j'avais eu la chance de jouer Hugo. J'allais quitter ça, tu sais... après 1 an, 2 ans, parce que l'aller-retour, tu sais, pour des pubs, je trouvais ça très difficile de comme rentrer en truc pour comme, elle a bon ça sandwich, puis ils sont comme malsés, puis genre tu refais 2 heures, puis c'était comme le rejet, surtout dans des trucs peut-être un peu plus futiles, là, était très weird, genre je trouvais ça comme déjà malsain et jeune. Évidemment, j'ai continué, regarde ce que je suis devenu, je porte des sweatshirts demain. Mais t'es plus un enfant. Non, c'est très particulier. Oui, jeune et tout. Mais ouais, voilà, c'est spécial. Tu sais, mettons, j'ai manqué ma graduation, puis en Ontario, il n'y a pas de cégep, là, le secondaire jusqu'à la 12e année. Fait que j'ai manqué des trucs, mais je veux dire, en même temps, il y a plein de trucs positifs là-dedans qui m'ont... tu sais, j'ai commencé à réaliser des courts-métrages. En 2010, très, très jeune. Oui, très jeune. Éphémère, mon premier, j'avais 17 ans. Parce que déjà, ado, je réalisais que comme le métier de comédien était stimulant, mais que j'avais vraiment d'autres trucs à dire qui m'habitaient. Puis longtemps, le sentiment d'imposteur, jusqu'à très récemment, au fait, m'a bloqué d'avoir je dirais, le courage de tranquillement livrer peut-être des œuvres ou de la folie plus originale. Et là, tranquillement, je commence à le faire. Puis c'est vraiment, ça fait un grand bien, au fait. Ouais. Plein de questions à propos du métier d'acteur enfant. Oui. Premièrement, c'est comment faire de l'argent si jeune? C'est très spécial parce que, dépendamment du support familial, tu sais, mes parents qui ont tout le temps été d'une bonne conscience, puis qui ont, même si en même temps, ça a été... bref, j'ai pas été très proche de mes parents jusqu'à peut-être, il y a, tu sais, comme 1 an et demi, 2 ans que le lien s'est forgé, puis bref. Comment ça? Pas bref, ça m'intéresse. C'est drôle, je parle de ça, puis tout de suite que ça me met dans... Mais non, c'est juste que ça a été plus difficile avec ma mère, surtout. Peut-être à cause qu'on se ressemble plus
qu'on se ressemble plus que ce que j'ai réalisé tout. Fait que c'est très Oui, la confrontation. Exactement, souvent. Puis ça a été très, je pense que jeune, puis tu sais, on interprète mal la réalité aussi souvent. Tu sais, il y a des trucs qui nous marquent en rétrospective, tu sais, on vieillit, on est comme dire que cet événement-là, fuck all, a eu autant un impact sur, parce que j'ai cru que ça voulait tel. Mais je me suis beaucoup, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal à 19 ans, j'ai comme, tu sais, je dirais dans le dernier 10 ans, j'ai presque été comme vraiment pas proche de ma famille. Mais c'est vraiment du bon monde, puis j'ai fait mon cheminement aussi de moi, puis de comprendre des trucs, puis je me suis trompé aussi beaucoup de certains de leurs agissements et tout ça, mais bref, je sais pas où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça, mais au fait, c'est que eux m'avaient peut-être pas, tu sais, naïvement, ils m'ont jamais vraiment enseigné comme la valeur de l'argent à l'adolescence, tu sais, de faire 40-50 000 quand tu as 14-15 ans, puis gentiment, ils m'ont laissé tout gérer moi-même, tu sais, en disant, ils m'ont un peu aidé au début, mais à 18 ans, j'étais comme, maman, c'est ma vie, c'est mon argent. Je passe sur mon skateboard déjà, tu sais, t'as 18, t'es comme... puis en regardant ça, peut-être que ça aurait été un truc, mais tu sais, c'est moi qui ai imposé que je voulais gérer ça moi-même, mais c'est sûr que ce que ça l'a fait, c'est qu'au fait, ta réalité je parle pour moi, là, le stéréotype de comme, il faut que tu réalises l'argent que tu as encore plus tard, tu sais ça, mais ça, je l'ai pas fait, puis je pense que j'ai comme vécu... voilà, au fait, c'est que j'ai jamais fait de budget ou de tout ça et tout. Tu faisais 50 000, oui, puis tu dépensais 65. Oui, et plus que ça, c'est que ce que ça fait dans le cerveau, c'est que ça continue même quand tu as eu des années où tu as fait 15-20, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que ça a un effet qui est très pervers au fil du temps parce qu'en bout de ligne, tu sais, malgré ce que tu sais, peut-être certaines personnes peuvent penser, là, tu sais, demander à ma comptable, là, c'est sûr que je suis pas en train de bang in de Lambo puis vivre le high life, là, tu sais, c'est définitivement Non, parce que tu l'as dépensé. Ben non, mais c'est exactement ça, tu sais, c'est comme, c'est pas... mais c'est cool quand même, tu sais, j'ai pas de regrets face à ça parce que j'ai grandi là-dedans, puis voilà, exactement. Est-ce que c'est difficile à être entouré d'adultes très intelligents, puis ensuite de revenir avec des enfants? C'était difficile. Je pense qu'il y a quelque chose de quand même qui fait du bien de sentir que tu peux connecter, d'aller un peu plus deep dans des discussions avec des adultes. Moi, c'est un truc qui me faisait énormément du bien. Je sentais quand même que j'étais en famille en parlant avec des adultes. Je me sentais que je sais pas, sur une certaine fréquence, je connectais peut-être plus qu'avec d'autres jeunes de mon âge à l'époque. Et vice-versa, de d'autres jeunes, mettons, ça serait intéressant qu'on demande à Alex, au fait, sa perception, lui, comment il l'a vécu à l'adolescence, mais aussi quand t'es, mettons, jeune ado, puis que tu vois ton ami partir, tout ça, ça peut... Ben, je parle pas d'Alex, mais au fait, plus... Parce qu'Alex, on était dans la même classe de théâtre, puis des fois, ça crée un peu de jalousie? De jalousie auprès de d'autres... puis c'est très normal et c'est tellement humain. Au fait, la jalousie et l'envie sont des émotions tellement humaines et naturelles, même pour des collègues de travail qui peuvent avoir tel truc. C'est normal chez l'humain de se ressentir ça, puis il ne faut pas voir ça de façon très négative. Je pense même que ça a une base génétiquement de survival, de comme, tout ça. Puis d'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle The Law of Human Nature de Robert Greene, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Puis il en parle beaucoup là-dedans. Il y a comme un chapitre sur la jalousie puis l'envie. Puis je trouvais que c'était... En tout cas, c'est la première fois que c'était autant bien vulgarisé que j'étais comme... Ah, c'est cool de le voir comme une émotion humaine normale et pas négative. C'est pas... voilà. Mais évidemment, la jalousie et l'envie négative qui t'habite. Oui. On s'entend, mais le humph que ça te prend, c'est normal et c'est humain. Faut pas non plus... Je trouve ça fascinant ce que tu dis parce que des fois, le réflexe, quand la jalousie jaillit, c'est soit la nier ou l'étouffer. 100%. Et on sait ce que ça fait lorsqu'on renie ou on camoufle nos émotions et ils reviennent encore plus fort dans sur autre chose. Oui, sur autre chose. Ça éclate sur du monde qui n'ont même pas rapport, puis tout ça. Puis d'ailleurs, il y a un super de bon... Moi, il y a un thème, il y a un sujet qui m'intéresse énormément que je vais extrapoler là-dessus plus tard sous une forme quelconque là, que j'ai en tête, mais tu sais, une chose à la fois. Mais le concept de l'ombre de Carl Gustav Jung, l'archétype de l'ombre qui, dans le fond, un peu comme ce qu'on parle de ce qu'on refoule, tu sais, comme what you resist persist, tu sais, comme ce qu'on camoufle aussi chez nous, des traits chez nous qu'on n'accepte pas ou qu'on n'aime pas. Je suis pas fâché. Voilà, je suis bonne humeur, moi, tout le temps. Je suis pas fâché. 100%, puis que ça éclate out of nowhere. C'est comme, mais pourtant, il était tellement une bonne personne. Mais là, bref, c'est intéressant ce paradoxe-là chez l'humain. Puis je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma thérapie personnelle de voir ces côtés-là en moi ou des fois d'être déclenché par X type de personnes, mais de réaliser finalement que c'est parce que cette personne-là, mettons, incarne une qualité que moi je refoule ou que je me permets pas de laisser vivre en moi. Fait que je suis comme, tu sais, mais c'est intéressant, ça nous humanise, puis ça développe aussi l'humilité, je pense. Là, Si il
il y a un jeune homme ou une jeune femme de 12-13 ans qui veut devenir enfant-acteur, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais continue là-dedans ou tu lui dirais peins? Puis... C'est une très, très bonne question. Je pense que c'est peut-être quétaine à dire. Je pense que si c'est pas... c'est drôle, j'en parlais un peu avec Adib de ça, puis fait que je sais pas si je peux extrapoler parce que j'ai pas demandé son truc, mais sur la pulsion créative qui des fois, comme c'est intéressant de se dire que peut-être que ça peut être plus proche de, je dirais pas de la maladie, mais qui est comme, ça habite d'une manière que c'est difficile de repousser ça. Je pense que si c'est comme un désir qui est comme un plan A, qui est comme d'une nécessité incommensurable, existentielle, je suis comme, évidemment, écoute cette espèce de truc-là qui t'habite. Mais si c'est pour des raisons que, genre, ça a l'air vraiment cool faire ça, d'être comme connu, de jouer des personnages, le bricolage, le décor, la lumière, tu sais, comme c'est comme ça, c'est comme, c'est trop volatile, absurde, complexe, weird comme affaire pour... En tout cas, moi, je dis ça comme si j'avais des enfants, je m'assurerais vraiment que ce serait comme... Je sais pas comment le dire, là, mais comme une prédisposition génétique, comme c'est un besoin de survie de vouloir faire ça. Là, je dirais comme... Mais tu sais, le conseil premier, c'est de réaliser que comme dans tout, je pense que tu sais, j'étais très naïf, ado, j'aimais me dire que le talent et la profondeur d'âme et l'intérêt de la condition humaine ou l'introspection étaient tous des critères d'un bon acteur. Et si tu avais ça, tu sais, comme c'est ta voix, puis vas-y. Puis je pense que c'était le livre de Léa Clermont-Dion, la revanche des moches. Je sais plus trop quoi. C'est exactement ça. OK, c'est ça. Puis quand il était sorti, il y avait un truc avec Marc-André Rondin qui disait, là, je paraphrase, là, je veux rien dire de... En tout cas, ce que j'avais compris, là, il me semble c'est ça qu'il disait, peu importe, mais qui parlait un peu de justement cette pas qu'il y a des trucs qu'on contrôle pas qui ont une influence sur si tu travailles, le casting, toutes ces affaires-là. Puis je trouve que c'est la mode. Il y a des fois, c'est plus à la mode des petites blondes, c'est plus à la mode des grands 100%, bruns. Puis quel type de visuel qu'on donne qui va fitter avec ce que le public va résonner avec. Ou les metteurs en scène. Ça donne que le metteur en scène le plus en vogue aime les grands. Fait que là, c'est plus les grands qui sont engagés. Donc, tout ce qui est de l'intérieur, le talent. C'est pour ça aussi que je trouve un peu difficile de voir autant, mettons, de jeunes formés qui sortent des écoles. Je sais pas si c'est une quarantaine par année au Québec, tout ça, peu importe, qui ont comme du talent de fou et tout ça. Puis là, ils arrivent dans une industrie qui peut même pas comme cope avec cette nouvelle rentrée-là. Puis je veux dire, ça doit être pareil en humour, tu sais, comme ça. En tout cas, c'est des milieux qui sont très, très contingentés. Puis... Il y a de quoi de particulier chez les acteurs. Encore là, je parle au travers de mon chapeau. J'alterne entre le café et l'eau. Ça va Parfait. être ça. Ce qui est particulier chez les acteurs, c'est que vous dépendez tellement du regard de l'autre. Ouais. Autant du public que des artisans. Ce qui est cool des humoristes, c'est qu'on peut tout inventer. C'est hot, ça. C'est cool. Vous dépendez il y a vraiment des metteurs en scène qui doivent vous aimer, des directeurs de casting et le public. Des fois, le public fait « Ah, elle, ça a l'air sévère. » Comme, pardon? Ah oui, c'est ça. Ça a comme tellement pas. Puis, je veux dire, juste ma mère que j'adore, tu sais, elle a déjà eu elle consomme beaucoup la télévision québécoise et tout. Puis, des fois, tu sais, elle a une perception dépendamment d'un rôle. Puis, je suis comme, tu sais, maman, comme cette personne-là est comme diamétralement opposée dans la réalité. Moi, j'ai dit à mon père, tu peux plus me parler de qu'est-ce que tu penses des gens à la TV. Ouais, c'est comme. Je les connais, puis c'est bizarre. Puis, t'appelleras d'autres mondes que moi si je trouve ça bizarre. Ouais, un tel, il est de même. Je m'en fous. Mais c'est normal, en même temps, c'est humain. Quand t'as pas d'autres infos, on prend comme, tu sais, à la limite, c'est un compliment gentil pour que les gens jouent bien leur rôle, qu'on pense qu'ils sont comme ça dans la vraie vie et tout ça. Mais ouais, c'est un voilà. Comment t'as su que t'avais ce talent, ce talent-là et ou cet appel-là? Ça revient vraiment à... C'est autant niais. On dirait que c'est tout le temps la même histoire de quand très jeune, je savais que j'aimais jouer des rôles, faire ça, mais c'est comme... Mais moi, j'avais pas ça. Moi, j'ai jamais eu ça. OK, wow, ça, c'est sick. C'est pour ça que t'es encore plus badass que tout le monde. Non, moi, j'avais il faut que tout le monde me regarde puis que je fasse rire. J'avais ça très tôt. Mais jouer des rôles, ça m'a jamais OK, c'est ça, exact. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu weird, c'est que je pense que, genre, je suis peut-être plus proche comme c'était pas tant des rôles, c'était de faire comme des personnages, comme, mettons, il y avait Raoul Laboule, que, genre, j'avais envoyé, il y avait une émission en Outaouais qui s'appelait Le Garage à l'époque, qui était vraiment... C'était terrible, les shows d'Ontario. Mais en plus, non, mais l'animatrice, c'est une chanteuse extraordinaire, Véronique Dicker, c'est tout ça? Oui! C'est elle qui animait ça, bref. Elle s'est retrouvée à Vegas! Ah oui, c'est comme... C'est du Garage à Vegas. C'est incroyable avec... Oui, puis après... J'adore. Ce que j'aime du show business franco-ontarien, vous êtes tous côtoyés.
Oui, c'est ça. C'est un génial. très petit monde. Mais tu C'est sais, génial. je faisais des espèces de self-tape d'humour avec Raoul Laboule. Mais jeune, mais vraiment pas drôle. Mais tu sais, comme. Au fait, c'était vraiment. J'adorais faire rire. Mais c'est juste, on dirait que j'ai pris le métier qui est comme pas tant. Mais l'humour m'a tout le temps comme habité. Puis j'ai énormément de respect envers, au fait, les humoristes et tout ça. Est-ce qu'un jour, je vais toucher à ça? Tu sais, au travers du projet de musique, on pourra en parler ultérieurement ou au travers d'une série écrite ou quoi que ce soit, je sais pas, mais c'est sûr que, disons que je pense que mon grand rêve de jeu serait vraiment de jouer dans une série comme Le Cœur a ses raisons, mais pendant 10 ans, on dirait que ça, ce serait le ultimate holy grail de vie, mais voilà, ouais. Je sais même pas, j'ai-tu répondu à ta question? Excuse-moi. On jase. On jase. Parfait. Si je pose quelque chose puis tu vas pas répondre, tu peux dire autre chose, ça va jamais me déranger. YOLO. On a parlé d'argent, on a parlé de... C'est comment passer à la TV quand t'es jeune? C'est comment passer à la télévision. Au fait, comme je l'ai vécu en Ontario, à Ottawa, où... Parce que vous me mentionnez, tu passais à la télévision à l'époque où c'était puissant. Oui, Aujourd'hui, c'est différent. C'est fou, hein? C'est intéressant quand même l'évolution, en effet. C'est comme il y a vraiment eu un changement. Puis je me dis que les gens qui sont Parce là... que les jeunes connaissent plus ces YouTubers aujourd'hui. 100%, Tu exactement. passes à la TV. T'es un jeune de 11 ans, il rencontre Gilda Roy, il le connaît pas. 100%. S'il voit un YouTuber, En même temps, c'est cool parce que je trouve que ça donne ça permet une forme de ça balance, disons, je sais pas, une hiérarchie qui là comme donne le pouvoir à comme quelqu'un qui, comme je sais pas, je trouve ça cool. mais c'était comment? C'était comment? Au fait de le vivre à Ottawa, j'ai pas eu tant d'écho. En toute franchise, moi, ça n'a pas eu d'impact. Je pense que ma mère m'a tellement inculqué de l'humilité dans la famille et tout ça. Et comme moindrement, je me souviens, la première pub que j'avais faite, c'était une pub de Weston avec un pain puis un cœur. Puis c'était vraiment comme, je dis tante la fille ou le pain. Anyway, c'était genre 12-13 ans, tu sais, des très bonnes pubs dont on est très fiers. J'ai d'ailleurs à Ottawa une espèce de gros poster avec de moi ultra mal à l'aise, mal dans ma peau, qui est comme, j'aime ce pain. Fait que c'est ultra awkward. Mais c'est spécial un peu au début, mais en toute franchise, c'est bizarre à expliquer, mais il y a comme un déconnect. Puis honnêtement, à part La Galère, j'ai regardé rien à part les films, parce que pour les premières et toutes, mais j'ai jamais rien regardé de ce que j'ai fait. Je trouve ça awkward et weird. Puis je suis pas, j'ai pas ce plaisir-là de comme voir, tu sais, Jérémy, j'ai dû voir genre un épisode et demi. Puis c'est pas parce que je veux pas regarder la série, c'est juste que c'est Faire de la pub. Ouais. C'est comment ce milieu-là étrange où tout est pas bon, mais c'est payant. Au fait, je serais peut-être pas le meilleur porte-parole pour pouvoir en parler parce que je pense que j'ai pas auditionné pour de la pub il y a genre depuis à peu près 10 ans. Mais pour c'est pour ça que tu es aussi heureux. Oui, mais tu sais, en même temps, fait que je sais pas la réalité de la pub. Je sais que j'ai réalisé 3 pubs de Germain Larivière il y a genre 3 ans parce que j'avais le goût de goûter à la réalisation. C'est vraiment cool. Oui, c'était une expérience ultra cool et aussi très. C'est le fun des fois d'être juste comme une mouche sur le mur puis d'apprendre. Très vite sur un domaine, une réalité qu'on connaît pas, la réalité avec les clients et tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment enrichissant, intéressant et matière à écriture plus tard. Ben oui! J'ai un Euh, ami qui fait de la pub. Il me disait, yo, les créatifs et les clients sont fascinants. Il faut que tu aies une distance. Tu peux pas écouter tout ce qu'ils disent, tu vas virer fou. Mais aussi, oui, puis ça prend vraiment. Puis il y a des histoires de, je n'aimerais pas le réalisateur, mais qui me parlait de son plaisir, de lui, mettons, parce que des fois, il tombait sur des clients qui peut-être avaient un flair moins développé, même si leur instinct leur dictait quelque chose, peut-être que, il n'y avait pas un bon choix in the end. Il n'y avait pas l'instinct il y a une raison pourquoi j'engage des artisans. Exactement. Puis ce réalisateur-là, que je n'aimerais pas son nom, mais me disait que, à une époque, il s'amusait de juste remonter la même take 3-4 fois en disant que c'est 4 takes différentes, puis le client était comme définitivement la deuxième. Puis moi, je trouve que c'est comme. Je trouve que c'est ça. Je veux dire, c'est pas que ça représente le truc, mais une infime partie. Mais je m'y connais pas assez. C'est des échos de réalisateurs qui travaillent en pub qui m'en ont parlé. Mais oui, ça me semble très, très. Très singulier, puis j'ai eu beaucoup d'empathie juste de passer, mettons, 40 acteurs pour, en 2 jours d'édition pour comme... Puis je suis comme, man, c'est... Chérie, you le pain. Ah ouais, mais genre, juste tellement d'amour et de love, comme ces gens-là passent tellement de temps de comme, des fois, qui viennent de l'extérieur pour comme une seconde de comme, confortable cette chaise. Donc, tu sais, mais oui, c'est absurde, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça, que la majorité des comédiens, leur formation et leur appel, c'est jouer Racine. Ouais. C'est jouer du Tarantino, c'est jouer des héros. Ouais. Ils ont une formation, ils peuvent jouer le deuil, ils peuvent jouer la haine, ils peuvent jouer plein d'émotions. Mais quand tu sors de l'école, si tu joues
Cette chaise est confortable. Ouais, c'est sûr que ça doit être un downer extraordinaire, mais ça démontre juste la réalité. Puis je pense que ça doit être aussi même dans plein d'autres domaines de formation, comme même je veux dire, peut-être en humour, en musique, de faire l'école. En même temps, non, mais je comprends ce que tu veux dire, l'espèce de méga clash de c'est que ça montre un peu, il y a une absurdité dans ce domaine-là qui est aussi très belle. Puis je pense que j'ai été désillusionné très jeune face à comme, tu sais, même des gens pas que j'idolâtrais, mais que j'estimais beaucoup ados, tu sais, des acteurs qui m'ont marqué, tout ça. Puis les rencontrer en personne, très jeune, vite, m'a très désillusionné comme vraiment avant la vingtaine sur comme... Tu sais, je mettais ça sur un piédestal de comme l'art pour l'art, la création, puis comme après tu vois l'humain puis l'ego qui rentre là-dedans, puis finalement, tu sais, j'ai souvent cru que comme je te disais tantôt qu'un acteur devait naturellement comme avoir une empathie, une introspection, une profondeur d'âme et tout ça, puis j'ai très vite réalisé que comme même quand tu as un acteur télé, cinéma qui comme cartonne et qui est partout, ça veut vraiment pas dire naturellement que dans la vie, tu as une empathie développée, que tu as une profondeur d'esprit, que tu es cultivé, que tu t'en... Tu sais, c'est très différent, en fait. Fait que c'est... Ça me fascine, ça. Ouais. Comment tu as vécu... C'est génial, ça. Comment tu vis... Parce que la force de l'acteur, c'est mentir. Quelque part, ta mère n'a pas vraiment le cancer, t'es pas vraiment fâché que ton mari t'a trompé, t'es juste... Comment tu vis, réaliser que tu connais pas les personnes avec qui tu travailles, comment tu vis ça? Je comprends de devoir comme être dans une scène instantanément, d'avoir une intimité, une histoire, tout ce truc-là fake, même si tu les connais pas comme tel et tout. Je pense que ça doit venir juste comme n'importe quoi, comme le vélo, quand comme tu te bêches 75 fois avant de commencer quand tu es jeune, puis à un moment donné, pour X raisons, tu sais pas pourquoi, mais tu te réveilles un matin, puis tu peux rester droit sur ton vélo sans tomber et tout. Je pense que, je sais pas, attends, je veux juste chronologiquement essayer de l'expliquer. Tu sais, quand j'ai commencé ado, j'ai pas eu de formation ou quoi que ce soit de comment, tu sais, jouer et tout ça. Je pense qu'il y a juste un genre de lâcher-prise weird qui se donne de comme, il y a un déclic bizarre que tout le monde embarque en même temps aux actions dans une espèce de... Parce que c'est vrai que tu as raison, c'est comme tu prévois, mettons, juste des making-of de comme couper, puis là, genre, tout le monde revient à leur affaire, puis c'est comme, il n'y a aucune connexion, tout le monde se parle pas, mais que pendant la scène, je t'avoue que je pourrais pas te l'intellectualiser de façon, tu sais, comme te l'expliquer, mais il y a définitivement un déconnect de... On sait c'est quoi la scène, ce qu'il y a à faire, et il y a comme un flow naturel de... C'est weird, je sais pas comment te l'expliquer. C'est ça, jouer. Dans le fond, c'est ça le métier. Mais il y a un déconnect réellement, puis c'est intéressant, au fait. Sauf que quand tu vis vraiment un moment de connexion avec quelqu'un qui, comme, frôle la ligne de juste comme on joue, il y a des moments de magie quand même qui peuvent s'installer qui peut vraiment avoir des... comme ça arrive pas souvent, mais c'est cool, ces moments-là, de comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme... T'étais plus que dedans, là. C'était comme... même toi, t'es comme complètement sûr. Je sais pas comment l'expliquer. C'est cool. Est-ce que tu avais peur, vu que t'es engagé en tant qu'enfant, si tu deviens un homme, tu seras plus engagé ou pas du tout? J'ai pas eu au fait, je l'ai entendu des gens dire ça quand moi, il est assez difficile de passer de l'enfant à truc. Je sais pas si c'est de la naïveté de ma part, mais il y a tellement d'autres trucs, tellement, ça reste tout le temps exactement, mais il y a tellement d'autres trucs que genre, j'ai tout le temps su que j'allais à un moment donné comme avoir comme le besoin d'aller là, que j'ai jamais eu cette espèce de stress-là ou ce sentiment-là de comme si je ne joue plus, je pourrais jamais... Tu comprends? Comme même au contraire, comme des périodes... Bref, plus de temps pour réaliser. Mais honnêtement, oui, puis ça a été même très bénéfique et très cool au fait. Puis pour moi, pour être heureux, je veux dire, je te dis pas que je suis heureux dans la vie, comme genre ma vie va super bien, tu sais, on est tous, tu sais, la vie, voilà. Mais pour être heureux dans ton art. Mais exactement. Mais puis qu'il y a plusieurs paliers qui doivent être comme comblé pour sentir que... Parce que aussi, ça peut aussi très vite, je pense, puis là, j'espère pas être comme pas correct en disant ça, mais je pense que ça peut être aussi un peu impertinent et futile des fois, comme dépendamment de comme dans quoi ton compte a casté puis ce qu'on te donne comme travail. Ouais. Ça peut devenir très vide et comme fade et comme border presque déprimant là, quand t'as comme toutes plein de choses qui t'habitent et un intérêt et tout. Puis je suis optimiste dans le futur. Moi, je connais plus d'actrices que d'acteurs, mais il semblerait que beaucoup d'actrices... Premièrement, c'est pas toutes des rôles le fun de filles, il y en a pas beaucoup. Pour une femme, genre, je veux même pas, genre, c'est trash. Comme ouais, parce que tu sais plus, tu connais beaucoup plus d'actrices que moi. Il suffit que tu sois blonde plantureuse ou brune cochonne. Ce que tu dégages, là, c'est ça que tu vas avoir. Puis jouer la fille avec des gros seins que les hommes désirent, c'est le fun une fois, deux fois.
la 19e, t'es un peu plus plat. 100%. Puis aussi, comme il faut comprendre qu'il y a tellement d'humains qui veulent jouer. Tu sais, juste dans le Lion des artistes, je pourrais pas te donner le chiffre, mais genre le nombre d'acteurs, de milliers Et il d'acteurs. y a déjà plus de femmes qui veulent devenir actrices, puis moins de rôles. En plus. Déjà, les mathématiques sont... Et oui, puis la compétition, le truc par rapport à l'âge, le corps, c'est sérieux, je te dirais que ça fait comme 3 ans que j'ai comme vraiment pris un regard encore plus, je dirais, objectif sur l'injustice des hommes par rapport aux femmes overall. Et c'est... voilà, dans ce domaine-là, c'est mis en valeur, là, ce déséquilibre-là, à maintes égards. Là. Fait, ouais. La danse. Ben, pour moi, la danse, ça a tout le temps... On sait, ton projet de danse contemporain, parle-nous-en. Ouais, c'est la semaine dernière, comment c'est ça, regarde. De quoi parler, hein? C'est ça qu'on se demande tout le temps. Non, pas du tout. Je te taquine. Ça m'intéresse comment tu attaques un rôle. Ça m'intéresse parce que je connais rien au métier d'acteur. Lorsque tu reçois un scénario, disons pour une audition, comment tu te prépares pour une audition? Ben, ça dépend, en fait. Il faudrait me demander à quelle époque, dans les derniers 10 ans, j'ai travaillé ça, dépendamment. Il y a 1 an. OK, 1 an, ça, c'est mieux. Je te dirais qu'il y a quelques années, ma vingtaine a été, je pense, émotionnellement quand même un peu rocambolesque, où il y a des périodes où j'ai été moins... j'ai été beaucoup dans l'autosabotage, là, donc ce ne serait pas des bons exemples à cette on va y revenir. Ouais. Moi aussi, j'étais dans l'autosabotage à 20 ans. Puis, mon gars, c'est ce mot-là. Bref, anyway, c'est pas mal, tu sais, d'un top 3-4 mots, je serais comme, ouais, ça définit pas mal... OK, on va y revenir, je suis content. Une partie de moi. Mais je te dirais que l'approche d'un rôle, premièrement, c'est avant même de comme commencer dans la mémorisation puis de l'apprentissage et du texte et tout ça, c'est de vraiment juste de façon... Avant, j'étais très intense sur comme vite tout comprendre des intentions et tout ça. Puis je trouve ça beaucoup plus intéressant pour le moment maintenant de juste... vraiment lire l'histoire et de faire un schéma mental sur exactement ce qui se passe sans penser au rôle, de comment on va le jouer, de l'intention, de tout ça. Juste faire comme la situation, qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne comme presque inné la situation de la scène puis où est-ce qu'elle se place dans l'histoire ou quoi que ce soit. Puis comment on se prépare, c'est un peu weird parce qu'il y a quand même beaucoup d'instinct avec le temps, même dans les mimiques et tout ça. Mais je pense qu'au début, c'est parce qu'il y a quand même une différence entre comme le jeu théâtral et le jeu télé-cinéma. Et d'ailleurs, j'ai tellement de respect pour les gens qui font une école de théâtre et qui ont passé 3-4 ans à projeter. À projeter et tout ça. Puis c'est extraordinaire. Puis en même temps, ça peut être difficile de sortir de ce carcan-là pour venir. Puis que genre, en ce moment, mettons, c'est du jeu naturel ce qu'on fait. Je veux dire, on est on point. Je veux dire, t'es honnête, t'es vrai. Puis moi aussi. Puis on n'est pas comme genre, hey, c'est super cool aujourd'hui, le podcast. Tu sais. Mais comment on entame un rôle, c'est comme, on dirait un peu weird de le vulgariser de cette façon-là. Mais comment t'expliquer ça? On dirait que je trouve ça gênant. Mais je veux dire... Je pense que lorsqu'on est sensible et je pense être au moins 1% empathique, là, je pense pas être sociopathe, psychopathe, fois qu'en même temps, je n'ai aucune émotion. Et juste, ça, c'est moi, ça. Le sociopathe, c'est moi. Ah oui, c'est ça, OK, incroyable, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'on a comme, c'est weird à dire, mais il y a comme un instinct de comme... L'inconscient qui a accumulé un bagage d'expérience, de regarder, d'observer des gens beaucoup. J'observe beaucoup, comme moi dans le métro, c'est mon père est comme ça, là, ça doit être générationnel, mais j'aime beaucoup observer l'humain dans je sais pas, on dirait qu'on peut, même si je dois me tromper à 99% du temps, mais de ressentir presque comme le bagage émotionnel de quelqu'un, tout ça, puis je trouve ça très intéressant, puis je pense qu'il y a quelque chose qui, autre que comme la conception de l'histoire du personnage et tout, il y a comme un truc qui vient quand même relativement naturel dans un sentiment de... Mais c'est des propositions, hein, on ne sait pas si c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ça la création, c'est... Comment on pense qu'il serait et on y va. C'est assez malléable pour que le metteur en scène et les autres comédiens puissent 100%. Surtout en édition, en fait, d'être capable de justement, de pas... Tu sais, très jeune, c'est un peu... Puis aussi, quand tu as beaucoup été dans les cours de théâtre, c'est comme... Tu deviens un peu formaté quand tu joues. Tu sais, c'est presque comme une mélodie de comme... Il ne voulait pas me dire à quel point il me faisait mal. Tu sais, comme tout le temps de la même façon. Puis je pense que ça a été dur à l'adolescence d'apprendre à briser ça et d'être capable de dire le texte, mais de 1150 façons possibles sans que ça devienne automatisé et monotone. Là. Ouais, exact. On a la même passion. S'auto-saboter dans la vingtaine. Comment tu t'es auto-saboté? Comment rentrer là sans... tu sais, j'en ai jamais parlé vraiment
Publiquement, là, si on peut appeler ça aujourd'hui le podcast, I guess que c'est ça. Un peu, public. Il y a 3 personnes qui regardent. Ouais, c'est ça, exactement. Hey. Au fait, moi, j'ai été le ultra clean toute mon adolescence, sans jamais de consommer de drogue, la cigarette. J'étais vraiment comme... Non à la drogue, vive le skateboard. Disons, on est différents, là. OK, c'est ça, exact. Sauf que ça a viré complètement, au fait, quand je suis arrivé à Montréal à 19 ans, j'avais d'ailleurs auditionné pour le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Puis à l'époque, c'était Raymond Cloutier qui était là. Puis il ne permettait pas de travailler lorsque... Puis tu sais, fait que j'ai dû faire le choix difficile. Je voulais tellement aller à la formation, mais j'ai décidé, parce que j'avais, tu sais, 2-3 longs métrages que j'avais vraiment le goût de faire, de juste arriver à Montréal, tu sais, pas d'université, rien, et juste de faire ça. Puis finalement... Ça a créé une période où j'ai été beaucoup dans la solitude en arrivant à Montréal sans repère et mon anxiété au fait, tout ce que, même si j'étais comme, je vais quitter ma famille, vivre mon rêve, tout ça, le premier soir que j'étais arrivé à Montréal, dans l'appartement, il y avait juste un sac de couchage et genre, j'ai pleuré comme un bébé, là, tu sais, quand on dit l'enfant intérieur ressort, là. Je vais m'en rappeler comme c'était hier, mais j'ai pleuré cette espèce de solitude-là et cette détresse-là, puis j'ai appelé mes parents, bref, anyways, mais j'ai commencé en arrivant à Montréal beaucoup dans le gym, qui était aussi quelque chose que je jugeais un peu comme le skate, de comme, c'est juste des douchebags qui sont là-dedans et tout ça. Puis j'avais un ami qui est comme, hey, viens au gym. Puis j'étais comme, c'est tout le temps ça. Je juge un truc. Finalement, je deviens obsédé. J'adore. Puis je suis le plus grand défendeur de. Puis au fait, j'ai été dans l'univers du gym et à une époque, je suis devenu vraiment, au fait, ma manière de fuir la réalité était dans l'entraînement physique, je pourrais dire, de excessif. Et très vite, j'ai vu un changement corporel. Moi, mon adolescence, j'étais comme le plus mec de l'école. J'ai une petite ossature, des trucs. Puis les filles étaient comme, j'aimerais vraiment que tu sois comme mon ami gay, tu as tellement des petites os. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment comme de me faire traiter de gay à l'adolescence. Ça a été un truc très récurrent à Ottawa, parce que j'étais comme un des seuls gars dans ma classe de théâtre. Puis, j'aimais comme connecter humainement, de parler, puis avec mes mains ou je sais pas trop. Il faut le mentionner, ça. C'est pas homophobe. Parce que je ne veux pas défendre rien, mais c'est très... Pour un hétérosexuel, se faire dire par des femmes que t'es gay, c'est très frustrant parce que tu veux coucher avec ces femmes-là, tu veux avoir accès, et à cause d'un manque de communication, c'est très frustrant. Oui, 100%. Puis aussi, très frustrant. Puis un événement que je suis pas comme encore ultra à l'aise de comme, d'en parler tout ça, mais un autre truc que j'ai vécu plus jeune, on ajoute tout ça, disons que moi, mon sentiment de masculinité était inexistant, au fait. Je me sentais pas valide des deux bords, puis même qu'à ado, je me suis questionné de faire, hey, peut-être que finalement... Si tout le monde le dit. Oui, ça doit être ça, au fait. Puis d'ailleurs, j'ai été expérimenté de ce côté-là pour confirmer, puis qui est d'ailleurs un truc que, no joke, je conseille à toutes, pas comme genre faites le top, vous êtes obligés, mais aux gars qui ont comme juste un truc d'aller là, parce que au fait, je sais pas, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment assouvissant d'essayer un truc, puis tu sais, comme si ça aurait été un truc qui vraiment été stimulant, puis que mon corps aurait réagi avec bonheur, j'aurais été le premier stoke à faire comme maman, wow, comme c'est incroyable, puis je trouve ça débile, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. D'ailleurs, tu sais, comme je pense que les gars qui sont justement comme si c'est gay, ça, je pense que c'est plus ces gars-là qui sont au fait insécures avec leur propre masculinité, parce que ils ont vraiment peur de se faire sucer. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça pourrait aussi, je veux dire, tout détruire leur schéma mental de c'est quoi être un homme et tout ça. Bref, pourquoi je parlais de ça? Je parlais de l'adolescente, tout ça. Je sais même pas. L'auto-sabotage, puis quand tu t'es oui, l'auto. Wow, on part de loin pour arriver. Bon. Donc, je suis devenu obsédé par le corps. Pas par le gym. Mais vraiment, ça, t'es devenu obsédé par le corps. Oui, exactement. Parce que j'ai vécu la même chose. Exactement. Puis cette espèce puis aussi d'autres trucs qui m'avaient comme brimé enfant. Ce sentiment-là de te créer une espèce de masse corporelle qui est presque une armure, comme presque une deuxième identité que tu donnes le choix. C'est vraiment cool à 19 ans quand tes hormones sont au maximum, puis tu t'entraînes, puis ça marche. C'est incroyable. C'est vraiment comme être sur des roids. Genre, comme je pourrais jamais avoir ce genre de... Mais la mémoire cellulaire reste, donc le jour où je recommencerai, je serai papa, il est dégueulasse dans la rue. Mais ce qui est cool aussi, c'est que le regard des autres change. C'est fou. Et ton regard, moi, je me rappelle, j'avais très peur quand j'étais adolescent. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai plus eu peur. Parce que je me sentais gonflé et je sentais que si quelqu'un voulait m'attaquer, il n'y aurait pas de problème. Ça a changé tout. C'est fou, hein? C'est puissant. Puis on parle aussi... C'est pour ça qu'on dit aux gars, va au gym, ça va t'aider avec les filles. Puis s'il y a des filles qui répondent, moi, j'aime pas les gars musclés. Non, ça n'a pas rapport si t'aimes les gars musclés ou pas. Juste si le gars va au gym, son regard par rapport à lui va changer et
Oui, comment sa confiance en il soi. va être plus confortable et tu vas être plus confortable et ça va être plus facile Oui, de connecter avec des femmes. Puis aussi, Pas pour tout le monde, c'est pas paradoxalement, universel, c'est ça, mais mais c'est possible aussi d'aller à l'autre extrême où est-ce que moi j'ai été, qui devient presque un problème de bigorexie qu'on appelle, qui est, moi j'avais un sentiment de encore le jeune blessé à l'intérieur qui était petit puis que les filles étaient comme, ton poignet est aussi gros que mon doigt. J'étais jamais assez musclé et je me voyais pas, au fait. J'avais cette... puis comme une anorexique qui se voit tout le temps grosse, même si elle a la peau sur les os. Exactement, puis ça a été très intense. Puis je me souviens d'ailleurs, même sur La Galère, on me demandait, tu sais, les producteurs étaient comme, man, de saison en saison, tu deviens tellement huge, comme il faut que tu arrêtes. Puis c'est là, au fait, que j'ai eu tellement peur parce que j'étais comme, je peux pas. Puis là, on parle de 20 ans, 19 ans, là, ça fait 10 ans de ça, mais j'étais comme, l'idée de perdre ma masse musculaire, c'était comme de retourner Bien dans sûr. mon... C'était très weird, c'était obsessionnel. Là. Je mangeais 6 fois par jour, tout calculé, c'était très intense. Puis... Et es-tu d'accord que ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu n'as pas à réfléchir à ta condition. C'est très, faut que je mange, faut que je m'entraîne. Alors tu réfléchis à ça et pendant que tu réfléchis à ça, tu réalises pas que tu as peur. Tu réalises pas que tu as des problèmes avec tes parents. Tu réalises pas que tu as des problèmes de frustration. Tu réalises pas que tu as une rage parce que je dois m'entraîner. Je vais arrêter là à quelle heure. C'est 100%. très sécurisant, ça. Oui, puis ça ne finit jamais, au fait. Il y a mais- comme jamais une fin que t'es comme, voici ce que tu comprends. Ça va jamais arriver. Puis un high aussi de dopamine, d'endorphine, de juste aller comme déverser de la rage, tu sais, puis de pousser tout ça. Bref, donc là, je me suis dit, OK, il faut que je devienne plus cut, au fait. Puis, mais je voulais continuer à m'entraîner, garder ma... Tu sais, c'était un truc, tu sais, très psychologique, au fait. Puis, ultimement, j'ai développé des troubles alimentaires début vingtaine, qu'on appelle... Longtemps, j'avais pas un nom. Je savais pas que j'avais un trouble alimentaire, au fait. Parce que les gars, on n'a pas ça. Ben, exact. Tu sais, puis il y a les aussi filles un qui ont stigma aussi d'en parler, de, tu sais, comme... Puis c'est un truc que, genre, j'ai vraiment le goût avec le temps d'en parler, de la masculinité toxique, puis tout ça, qui est un sujet qui me parle beaucoup. Puis, grosso modo, j'ai développé, qui est un... T'appelles ça le EAC stack, dans le fond, c'est comme un... C'est un mix d'Advil, caféine et éphédrine, qui est un stimulant illégal aux États-Unis, mais qu'au Canada, ils vendent ça sous décongestionnant nasal, là, ça me fait rire, mais ils vendent ça souvent en plus dans les places de gym de protéines, ça me fait juste rire que c'est comme... Ça n'a pas rapport avec rien, t'as juste de la poudre, puis là, genre, à gauche, c'est comme, ouais, mais si après le gym, il y a un problème de nez, prends ça. Anyways, tu mixes ça ensemble, puis ça, c'était comme un genre de stimulant qui te permettait d'avoir énormément d'énergie, même quand tu étais sur comme un régime et une diète. Et de là, s'en est suivi une espèce de cycle qui, au début, ça a l'air de rien, mais c'était comme une semaine d'entraînement intense. Puis là, après, j'avais une journée de binge, le cheat day qu'ils appellent. Puis là, je bouffais pour 1 mois et demi de bouffe. Puis tranquillement, c'est devenu une espèce de cycle malsain que je pourrais comparer ça un peu à de la boulimie, mais au lieu de me faire vomir, je prenais ces stimulants-là, puis je mangeais pas pendant 2 jours, puis j'allais au gym de façon, tu sais, ultra intense. Puis là, ça crée un débalancement hormonal, chimique, tout. Je veux dire, l'homéostasie de ton corps, le potassium, magnésium, tout est out of whack. Moi, ça crée des problèmes de rétention d'eau extrêmes. Bref, il y a un sujet de film que je travaille depuis très longtemps, qui un jour va voir un jour va voir le jour, mais qui est très, très, très important pour moi, puis qui parle, à fait, de tout l'univers du gym et de Plein d'hommes vivent Ouais. et plein de femmes. Ah oui, débile, ça n'a pas de sens. Mais c'est un Non, sujet... des hommes, mais je connais plus la réalité des hommes. Plein d'hommes vivent ça. Ah, c'est deep, man. On C'est passe- next level. Je connais beaucoup d'hommes qui ont une passe comme ça. Ah ouais, c'est fou. Puis ça fait du bien, par contre, quand tu réalises que t'es pas tout seul. Moi, c'était surtout des modèles de me dire comme, hey, t'es pas fucked up. Puis c'est un livre écrit par une femme qui s'appelle Brain Over Binge, que je conseille à tout le monde, no joke. Moi, c'était une révélation à l'époque. Tu peux même pas... Au fait, non, c'est un PDF. Il y avait même pas de livre. C'était sur le web. J'ai tellement fait de recherches de faire comme... What the fuck is wrong with me? Puis genre, j'ai développé de la potomanie au travers de ça. Bref. C'est quoi ça? Potomanie, au fait, c'est vraiment un terme que même moi, je veux dire, quelqu'un m'aurait dit ça, puis j'avais fait comme, c'est pas vrai que ça existe, mais c'est l'acte de boire trop d'eau, qui est vraiment une condition qui crée, au fait, de la rétention d'eau, même si on pense que, tu sais, de s'hydrater, il baisse la rétention d'eau, mais trop d'eau, au fait. La nature, c'est toujours l'équilibre. Voilà. Parce qu'aller dans l'excès, ton corps reçoit tellement un influx de liquide ça fait que toutes tes molécules, tout devient disparate, potassium, magnésium, fait tout devient disparate, fait qu'il pense au contraire que tu es déshydraté. Fait que genre, je pouvais boire comme, no joke, 5-6 litres de liquide par jour et avoir la langue sèche. Wow, Tu catches, je faisais? bien sûr. Puis j'allais pas faire pipi pendant la journée. Bref. Une période de ma vie de genre 20 à 25 qui était très intense là-dessus. Puis au travers de tout ça, des stimulants pour me calmer le soir, j'ai commencé à consommer du cannabis. Bref, la solitude, l'anxiété, cercle vicieux, ultimement, tu te retrouves à vraiment passer à côté de ta vie. Puis je te dirais que honnêtement, il y a très peu de choses dont je suis vraiment fier dans ma vingtaine au niveau de mon travail comme acteur.
parce que j'étais trop prise dans ma tête, dans mes insécurités. Je veux dire, le corps que j'avais, la face qui était gonflée. Genre, il y a vraiment il y a une image sur Google Images de comme un article qui est comme « Je suis irreconnaissable ». Ça parle de ce moment-là où j'étais même sur un régime, mais la rétention d'eau, tout ça, ça fuck up, je te dirais, tellement de choses dans le dernier 10 ans, dans le travail, dans les auditions. Et j'ai littéralement comme juste développé un self-hate et j'ai été faire 2 détox à cause de la consommation qui était devenue excessive en cannabis. Il y a les... C'est vraiment... Au fait, c'est fou, quand ils disent comme ça commence avec rien, puis à un moment donné, tu te retrouves comme... Mais genre, je l'ai vécu du début à la fin. J'ai connecté avec beaucoup de gens en détox, puis avec du monde, il y a beaucoup de tabous, de stigmas sur comme la toxicomanie, comme c'est juste comme, ben là, si tu l'as arrêté, c'est juste parce que t'es lâche, puis je suis comme, man, comme... Moi, tu m'aurais dit ça avant 20 ans, puis j'aurais fait, c'est impossible que je vais tomber là-dedans. Puis ça n'a pas rapport avec ta valeur humaine et tout. Puis j'ai juste beaucoup d'empathie pour ce trouble-là, puis... En tout cas, c'est un sujet que je trouve très intéressant puis qui mérite d'être vulgarisé davantage. Ça m'intéresse parce que tu dis quelque chose, je prends la balle au bon, que tu as un problème de cannabis. Ouais. Si on écoute bien les gens, le cannabis, tout va bien. Ouais. Il n'y a pas moyen. C'est pas parce que tu prends une herbe qui change ta perception qu'il y a un problème. C'est quoi avoir un problème de cannabis? Un problème de cannabis, au fait, c'est quand tu as commencé à en consommer normalement de façon récréationnelle, comme au fait n'importe qui de sain qui comme va pouvoir aller à la SQDC, se prendre un joint en party, puis arrêter, peut-être le refaire le week-end d'après. Ou tu sais, il y a du monde qui vivent une très, très belle vie à prendre un joint avant de dos, puis ça ne fait aucun dommage, tout va bien, tu sais, leur vie... Ils fument comme certains boivent du vin. Exactement. Sauf que quelqu'un qui développe un problème de cannabis, comme moi, ça l'a fait, c'est qu'au fait, il y a une accoutumance qui se passe aussi, tu sais, t'arrêtes une semaine de fumer, tu fumes un joint, ça sera pas le même effet que... Puis en fait, à une époque, puis c'est extrême, c'est un peu... c'est pas gênant, en fait, pour moi, c'est l'humain. La réalité. C'est la réalité, puis c'est la vie, puis... il y a plein de monde qui nous écoute qui vit ça. Je veux dire, je veux pas être méchant de faire une blague plate, mais... Des poteux qui écoutent des podcasts. Ben oui, il y en a 3-4. 100%. Puis aussi, il y a aussi le stéréotype des poteux qui font rien, qui sont un peu laid back. Mais on le sait, c'est faux, ça. Mais on le sait maintenant que le pot, il y a des gens qui ça les active, il y a des gens qui ça les... Ben oui. Il y a plein de... Il y a des strains aussi. En tout cas, c'est quand même un milieu intéressant. Ouais, là. Je te dirais qu'il y a du monde qui tripe sur le vin. Moi, j'ai jamais été connaisseur. On dirait que c'est un monde qui est tellement... il y a tellement de différentes avenues de connaissances dans le vin. C'est cher. Moi, ce que je trouve plate du vin, c'est... mais... Pourquoi je m'intéresserais à un truc qu'il y a des cépages que si j'ai pas 17 000 j'y ai pas accès? À quoi on joue? Ah oui, OK. OK, toi, tu parles du comme high-end, de pas, OK, du truc de... Oui, c'est... Puis, mais tu sais, n'empêche que... fait qu'au fait, je consommais à une certaine époque, j'étais rendu à comme 15-20 joints par jour. T'sais. C'est beaucoup! C'est énorme. Mais ça, c'est un trait, tu sais, j'ai un trait quand même... compulsif, tu l'as dit. Puis je dirais un peu intense. Hein, il y a des personnes... Ben, en fait, oui, intense. Puis c'est un truc que je trouvais ça weird de pas pouvoir l'expliquer longtemps. Puis j'ai lu un livre qui est un recueil de comme... plein de trucs d'Abrowski, qui est une espèce de comme psychologue qui a beaucoup étudié la douance, puis la dépression et comme l'apprentissage et tout ça. Puis il y a un livre qui s'appelle Living with Intensity, qui est comme un regroupement de certains de ses écrits, puis des gens qui s'intéressent à ça. Puis en tout cas, j'ai juste tellement raisonné en lisant ce livre-là d'expliquer... Lui, il parle d'hyperexcitabilité, comme quoi qu'il y a juste comme des gens... Puis que ça soit vrai ou pas, peu importe, la métaphore est juste intéressante, mais comme quoi qu'il y a juste du monde qui ont comme pas un spectre, mais un réceptacle, mettons, peut-être plus sensible, mettons, au niveau intellectuel, psychomoteur, au niveau de la psychomotricité, ou il y a du monde qui ont comme une mémoire encyclopédique, que t'es comme, pourquoi? Mais on dirait qu'ils ont juste comme... Ouais. Tu vois, il y a une sensibilité qui est comme... Le capteur est plus immense. Puis c'est important de le trouver. Oui, exactement. Puis des fois aussi, ça peut avoir des incidences sur ta vie. Bref, je conseille aux gens qui pourraient s'intéresser. Là, lui, c'est la désintégration positive, une de ses grandes thèses. En tout cas, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah oui, de l'intensité. Mais bref, de fil en aiguille, ça a été une vingtaine qui a été très rocambolesque, mais qui, bizarrement, puis je sais pas, ça a peut-être l'air un peu sadomaso quelque part, parce qu'il y a des incidences, je veux dire, financières et tout. Je veux dire, le pote, quand tu te dis pendant 1 an et demi, je sais que je vais arrêter la semaine prochaine, mais que tu y vas alors, tu achètes juste comme, tu sais, presque déjà pré-roulé parce que tu te dis demain j'arrête, mais tu sais, c'est 30-40 $ par jour qui peut perdurer
pendant plusieurs années, puis après, t'es comme, mais pourquoi j'ai juste pas acheté des... Bref. Mais bref, c'est un sujet intéressant, mais oui, c'est possible d'avoir que le pot et le cannabis a des incidences. As-tu arrêté? Au fait, là, je suis rendu à peu près à comme 3-4 joints semaine, ce qui est pour moi, j'ai complètement arrêté quelque part. Là, comparé à mon passé, je suis comme, bon, rendu là, I'm a clean man. Puis aussi, j'avais des... Au fait, c'est moi, je dirais les drogues qui ont été... Parce que quand j'en ai parlé avec des amis, puis on dirait que tout le monde, la première réaction, c'était tout le temps comme, toi, c'était la cocaïne, hein? Puis je suis comme, je comprends parce que peut-être que je suis hyperactif, mais no joke, je pense que la coke, pour un hyperactif, fait juste te rendre... Ouais, moi, c'est ce que je faisais. Comme concentré. Parce Bien sûr, c'est ce que je faisais, moi. C'est la coke, j'étais calme. J'ai pas eu de kick sur cette drogue-là, mais pour d'autres personnes, c'est comme le Holy Grail. Mais je te dirais que le cannabis, puis moi, j'ai été beaucoup sur la vivance longtemps, ce qui est vraiment le pire mixte. Tu sais, j'ai une tachycardie sévère, ambulance à Ottawa, à Montfort, une péricardite, dite inflammation du muscle qui entoure le cœur ou que j'ai rasé. En tout cas, bref, j'étais à l'hôpital parce que, bref, beaucoup de choses qui se sont passées dans les dernières années. Puis je te dirais que là, ça fait comme 2 ans que j'ai les troubles alimentaires, tout ça, il y a vraiment un genre de déclic, puis ça fait du bien. C'est comme si j'étais encore dedans aux prises de ça, j'aurais pas le même discours, puis sûrement que j'en parlerais pas ou même que je serais pas ici, au fait, là, parce que je serais encore dans ma bulle, puis dans une forme de moi, quand je buvais beaucoup, je disais, j'étais pas alcoolique, je bois pas beaucoup, pas tant que ça. Ben non. C'est ça, mais que ça... Puis tu vois, l'alcool, j'en ai full pris par des périodes d'une bouteille par jour intense, mais... Avec mon brain, ça n'a jamais été une forme, j'ai tout le temps pu arrêter. Tu sais, comme on décide pas non plus que le cerveau va décider que tel truc va être plus... Je comprends. Tu comprends? C'est comme... Tout à fait. Peut-être que pour toi, le pot, ça peut être comme chill, pas de problème, mais qu'une autre affaire, c'est... Mais tout ça pour moi, dire je déteste le cannabis. Je déteste l'effet du cannabis. Fait que pour moi, c'est facile de pas fumer. Solide. Surtout qu'au début aussi, j'avais la même perception, tu sais. Puis next thing you know, 4 ans plus tard, le gars... Mais tu sais, c'est comme drôle à parler, mais c'est quand même très souffrant et quand même très malheureux, comme ce que ça, émotionnellement, ce que... Ben, tout, là, ça détruit tout alentour de toi, vraiment. Maintenant, tu fumes. Ouais. Comme tu fumes, et tu as souvent des moments où tu as dû arrêter. Oui, mais pas beaucoup. OK, mais c'était comment ça, quand tu réduis ta consommation? Comment tu te sentais? Quand je réduisais, c'est de l'anxiété puis tout plein d'émotions pas cool qui ressurgissent. Puis c'est très confrontant parce que c'est une forme de fuite, hein, finalement. C'est de fuir complètement la réalité puis de pas vouloir cope avec tout, au fait. Au fait, non, c'était vraiment confrontant. Puis j'ai pas eu beaucoup de périodes, disons, d'abstinence jusqu'à temps que j'ai fait ma deuxième détox. C'est que là, je veux dire, ça a eu trop d'incidences négatives sur ma vie, puis qui était juste le temps de changer les choses. Et d'où est né d'ailleurs un peu le projet musical il y a 3 ans de ça. Donc, si on peut appeler ça un projet musical. Là, donc, c'est de la musique, c'est un projet. Oui, un projet, exactement. On va y revenir, mais juste avant, 2 petites questions par rapport à ça. Premièrement, c'est comment une désintox? Pour ceux qui ça intéresse, parce que j'ai des amis je pense qu'ils aimeraient ça y aller, mais ils ont peur. Oui. Parce qu'ils pensent qu'une désintox, c'est... solide. Puis aussi, au fait, il y a différentes écoles de pensée. Hein, il y a différentes approches. Moi, la première détox que j'avais faite, c'est d'ailleurs 1 mois avant, c'est là que j'avais rencontré Fred Gervais, le réalisateur-photographe qui a réalisé les 2 clips de notre projet. On avait fait des photos 1 mois avant que je rentre en première détox. C'était une période très charnière et importante. Là, je pense le moment où tu fais comme, bon, là, je peux pas m'aider moi-même, puis que tu acceptes que tu as besoin d'être encadré, aidé, mais en même temps que tu veux changer. Bref. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai dit que j'étais alcoolique, je le dis à tout le monde que je rencontrais. Ça me faisait tellement du bien l'avouer. Ça fait, ouais, c'est spécial. Je rencontrais du monde. Ça va, Tom? Allô? Juste te dire que je suis alcoolique. Je sais que je dois réduire ma consommation d'alcool. Puis dire, OK, cool, mais OK, c'est intense, là. Mais... oui, ça peut être. Mais on dirait que quand tu l'as déjà vécu, fait que tu peux déjà. Tu peux raisonner avec quelqu'un qui a le même problème. Tu comprends? En détox, je pense qu'il y a un lieu dépendamment de. Comment c'est? Premièrement, il y a déjà quelque chose dépendamment de où est-ce que tu vas, à moins que tu t'en vas dans une détox de comme. Il y en a plein que genre, c'est des. Ça coûte extrêmement cher, mais que c'est comme presque un hôtel 5 étoiles, puis ça, c'est ultra cool si c'est un truc qui va fonctionner. Moi, j'avais été à une plage, je pense que c'était un Nouveau Regard, si je ne m'abuse. En tout cas, bref, c'est à comme 1 heure de Montréal, puis c'était un 3 semaines. Puis l'approche là-bas était vraiment axée sur les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes. Pour toutes les différentes, même les polytoxicomans, tout ça, il y avait du monde qui a des problèmes avec le jeu. D'ailleurs, c'est intéressant que j'ai appris que l'Auto-Québec paye des détox de jeux gratuitement aux gens qui ont des problèmes de jeu à cause de l'auto. Bref, je trouve ça... il y a les moyens. Oui, c'est ça exactement. Mais bref, c'est intéressant. Mais c'est gentil. Oui, c'est bon. Oui, puis
Puis en même temps, c'est comme aussi paradoxal de comme, mais je comprends des, tu sais, c'est comme, mais ouais, bref. Mais hey, j'ai dit paradoxal beaucoup aujourd'hui. Je vais essayer de me calmer. Non, je trouve ça bien. On dirait que il y a tout le temps l'envers de la médaille dans beaucoup Mais de c'est vrai, choses. c'est l'humain. la nature est comme ça. Ouais, 100%. Et, Si un soleil, il y a une lune. et l'humain aussi. Mais les détox, au fait, comment ça fonctionne? Hey, en passant, je m'exprime-tu bien? On dirait que je suis dans ma bulle, puis je suis comme, je sais Tu pas si c'est t'exprimes clair. très ou, bien. C'est très, très clair. OK. J'étais comme, c'est pas clair. Je suis comme, ouais, il y a une affaire. Puis il y a si une c'est pas carrée. clair, Internet, c'est grand. OK. Moi, c'est comme ça que je me sens par rapport à Internet. Si les gens apprécient pas comment je m'exprime ou ce que je dis, Ben oui, 100%. c'est grand. C'est Tu bien. appuies sur pause, tu fais autre chose. Ben oui. Tu peux même sortir dehors puis faire du basic. Ah oui, puis ne plus jamais regarder ton podcast non plus si tu t'es Ouais. tu sais, pas obligé Il de. y avait un revenir. commentaire, quelqu'un dit « Hey Thomas, je suis content, je suis pas content, il écrit beaucoup. » Puis quelqu'un a répondu « Ben là, ça fait 2 ans. Là. T'as pas compris que cet homme-là écrit, je sais pas quoi dire. » C'est ça, c'est voilà, exact. Ça aussi, c'est un autre sujet qui, bref, mais t'es très hot. Je vois tes réponses puis ton autodérision Très et ton humour, et c'est très. Je trouve Très que important tu gères de- bien ça. C'est très important de temps en temps insulter des inconnus sur Internet Ouais. pour savoir que je suis un être humain. Oui, 100%. Je suis pas McDonald's. Ouais. Si tu m'insultes, tu es un être humain qui le reçoit. Oui, exact. Et tu as des émotions et voilà. Quoi que tu es sociopathe, psychopathe, En tu ne plus. sans rien. Ouais, Regarde. voilà. Qu'est-ce que je disais? J'ai complètement oublié. Qu'il y a 2 approches dans Oui, les exact. désintox. Et l'approche des alcooliques anonymes, il y a comme 12 étapes où Moi, c'est une approche qui a juste un peu moins résonné avec moi à l'époque, mais qui C'était était... pas spirituel, c'est tough. Parce que, faut le mentionner, les alcooliques anonymes, c'est beaucoup basé sur la foi en Dieu. Oui. Puis il y a Alors- aussi, on dirait qu'il y a with a twist, peut-être maintenant, je sais pas si je connais pas assez l'historique de tout ça, fait que je pourrais pas prétendre savoir exactement, tu sais, j'ai pas lu Mais le au départ, méga ils livre. te disent que ta dépendance est plus grande que toi. Exactement. Mais si tu n'embarques pas là-dedans, 100%. tu peux pas embarquer dans. Exact. Puis en même temps, par contre, je pense vraiment qu'il y a une force incroyable derrière ça de remettre à... Parce que là, tu sais, il y a une twist, là, dans le sens qu'évidemment, il y a une évolution au niveau des religions et tout ça. Puis là, c'est plus comme juste Dieu, ça peut être juste la vie, la réalité, l'univers ou quelque chose, dans le fond, Qui est plus grand Dieu? que soi. Qui est une manière différente de dire Dieu, c'est ça, Une Dieu. féminine dans la même affaire, 100%. Mais Moi, bref, au départ, je crois pas beaucoup à l'évolution de la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose de dépassé et on est passé à autre chose. Et souvent, quand on essaie de mettre des barèmes religieux avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, ça coince. Parce qu'on ça va être intéressant, en ça a fait, été de voir dépassé. dans le prochain centenaire, dans 100 ans, où est-ce qu'on en est par rapport... Parce que je pense que l'humain va tout le temps avoir besoin d'une quête ben, je De parle pas de sens. tout le monde, de sens et tout ça. Puis, tu sais, on la retrouve même, tu sais, est-ce que certaines personnalités sur Instagram sont les nouvelles déités aux États-Unis, nos différents types de dieux qu'on regarde, bref. Mais qu'est-ce que je... Ah oui, donc l'approche moins raisonnée avec moi, tu restes là 3 semaines, puis au fait, il y a des cours, c'est en groupe, mais sincèrement, moi, je le conseille à tous qui ont des... C'est une expérience aussi ça crée beaucoup d'humilité face à la réalité des autres, puis aussi des chemins de vie que... En tout cas, moi, ça a été très... Mais tu t'acceptes. à Ce full. qui est cool, les désintox, c'est que tu t'acceptes. Ça prend Ouais. du temps, mais tu t'acceptes. Tu acceptes des choses de toi. Tu arrêtes de te voir aussi horrible que tu penses ou aussi extraordinaire. Tu t'acceptes. Tu as un regard beaucoup plus clair de toi. Ce qui fait du bien parce que quand dans quelle forme de vice, soit tu te grossis, soit tu te rapetisses. Ce qui est le fun avec une désintox, ou ce qui est le fun d'arrêter, tu as un regard beaucoup plus sobre de toi. C'est ce qui est cool, la sobriété. C'est très cool, ça. C'est le fun je pense, le nouveau kick, c'est de réussir à être high on life et de façon... puis aussi, juste comme en vieillissant, il y a aussi juste le concept que comme le corps, tu sais, j'ai tellement été intense sur mon corps dans les dernières années que il y a un sentiment de comme... Tu sais, je viens d'avoir 30, puis il y a comme un... Je le sens que comme c'est vraiment important pour moi maintenant de faire ces changements-là et pas dans 10 ans. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à Parce que fait. la résilience du corps, je commence déjà à le ressentir à l'intérieur, que c'est pas la même... Ah, je oui. rebondis pas pareil et tout, tu sais. Je me tiens avec du monde un peu plus vieux des fois. Là. En humour, ce qui est génial, c'est que tu tiens autant que des gens de 21 que 49. Tu vas observer bientôt des gens un peu plus vieux que ton âge qui vont tomber malades à cause de leur vice, qui vont se retrouver à l'hôpital, qui font des opérations. Tu vas être très heureux d'avoir arrêté. Ouais. Moi, il y a un homme qui pour revenir exactement à ce que tu dis, que j'avais rencontré dans la dernière détox que j'avais faite.
puis qui m'avait dit, lui, il attendait de savoir si il y avait un genre de cancer du pancréas, puis monsieur qui a gros vécu, deep. Puis il m'avait dit, ça m'avait marqué le soir parce qu'il y avait comme un genre de cubicule où on pouvait fumer, mais genre pas de fenêtre. C'était ultra dégueulasse, la fan ne fonctionnait pas. Bref, je me suis plus tapé un cancer en une semaine là-bas en fumant une clope. Mais bref, mais il m'avait dit, tu sais, assure-toi de plus jamais revenir ici. En détox, puis ça m'a comme tellement marqué, mais puis cet homme-là, j'ai appris qu'il est décédé il y a genre 1 an et tout, puis ça m'a ça m'a fuck up, c'est juste anyway, c'est marquant, voir quelqu'un qui veut ouais, puis que t'as connu, puis que t'as parti, même si c'est court, c'est des moments de vulnérabilité quand même deep, là, puis à sobre, t'es à fleur de peau, puis t'échanges sur les histoires de vie, puis c'est puis on est facile à juger, tu sais, lui-même, je veux dire, je le fais le premier, des fois, c'est ça, mais des fois, est-ce qu'on peut se tromper, c'est incroyable. Ouais, et des fois juger, c'est très sain. Ben oui. Parce que des fois, c'est quoi cette personne-là, ce qu'elle dégage. Ouais. Ah oui, puis il faut je pense que s'il y a une affaire, sûrement, peut-être tu peux raisonner avec ça, mais des fois, quand on n'écoute pas nos instincts, tu sais, moi, j'en ai eu des instincts face à des gens dans ma vie que genre... Non, il est correct. T'es comme, ben non, parce que dans la science superficielle, tout est chill, puis genre, après, t'es comme, oh my God. Mais c'est intéressant, l'instinct, je suis comme, il est où le réceptacle de ressenti d'un truc? Je trouve ça intéressant, ce truc-là, parce qu'on dirait que c'est très inconscient, là. Ouais, c'est pas comme le mettre sur papier. Son oreille est comme ça, donc mon instinct me dit que... Pourquoi cette femme, quand elle parle, j'ai mal? Oui, c'est tout le temps intéressant quand tu confirmes que l'instinct n'était pas faux, mais que tu avais... En tout cas, ouais, c'est... L'humain, bref, intéressant. Comment ton projet de musique a commencé? Le projet de musique, au fait, ça date d'il y a 3 ans. À l'automne 2018, je faisais le making-of sur le film de Matt et Max de Xavier pendant 40 jours. Et d'ailleurs, j'ai fait une job complètement affreuse de gars qui fait le making-of, mais bon, c'était un apprentissage. Puis, ouais, ça demande énormément de focus et de présence pendant de nombreuses heures. Et en plus, à l'époque, j'avais quelques amis, dont Adib, qui jouaient dans le film. Et c'est comme naturellement t'as un envie de comme jumper dans le jeu avec eux, dans l'humour, dans les running gags de tournage et tout ça. Fait que c'était comme fallait que je me batte contre mon hamster dans ma tête. Donc, ça demandait beaucoup de concentration de comme constamment, tu sais, d'être présent et de filmer tout ça quand j'avais juste le goût d'être fou avec eux. Et tout ça. Puis c'était une période, un grand, je dirais, tu sais, on a ça là dans une période d'une décennie, tu sais, je dirais pas comme à la croisée des chemins, mais comme c'était un moment de très grand down émotionnel, puis que j'étais encore aux prises avec certains, déversements, ouais, exactement, du passé, tout ça, avec lequel j'avais pas complètement fait la paix ou passé à autre chose. Et j'avais un réel désir. J'étais pas vraiment comblé par le genre de rôle que je jouais et tout ça. Puis en même temps, quand t'auto-sabotes, même tes journées de tournage, tes auditions, c'est sûr que t'es pas fier parce que genre, tu donnes même pas la chance de bien faire les choses, tu sais. Donc, j'étais très down, puis j'avais un désir de juste créer quelque chose, de vomir, I guess, un univers qui m'habite à l'intérieur, qui peut-être proche de l'humour et de la folie, là, je dirais, tout ça. Et en parlant avec Fred Gervais, que j'avais rencontré, que j'avais bondé avec lui avant de lui, il avait genre 19 à l'époque, puis il me parlait de son désir, m'était beaucoup ouvert avec lui, puis on avait beaucoup connecté, puis il m'avait parlé de son désir de réaliser un clip. Fred est un grand fan de rap, surtout même le rap keb. Ça a beaucoup marqué son enfance, Dead Obies, tout ce qu'ils ont fait et tout. Et bref, pour lui, c'est très intrinsèque et important, puis il m'a fait part de son désir qu'on crée quelque chose ensemble, puis que... au fait, non, ensemble, on s'est dit, hey, on fait quelque chose ensemble, puis on s'est dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant où je pourrais aussi, au travers de ça, mais comme étant ultra noob, n'ayant jamais écrit une chanson, jamais dans ma vie, si j'avais 27, que j'aurais pu me dire comme, un jour, je vais faire de la musique, je veux dire, j'aurais pu être danseur plus que ça, tu sais, puis genre danseur, jamais j'aurais pu faire ça. Bref, anyway, c'était un truc vraiment fuck-off, c'est arrivé de façon inopinée, puis... de là, Fred m'a présenté... fait qu'on s'est dit, nous, dans le fond, on était peut-être en septembre, puis on s'est dit, hey, on se trouve 5000 là, en gang, on va écrire genre une toune où je vais pouvoir vomir tout plein, un ramassé dans le fond d'inside, bref, je pourrais extrapoler un peu plus dans pas long, mais bref, Fred m'a dit, il dit, hey, je connais un ami à moi qui est l'iconique et mythique Willy, cet homme sans visage avec une cagoule qui ne parle point et qui, d'après la légende, habiterait le sous-sol sacré là, de Piémont. Bref, une vraie histoire. Là. Et Fred m'a fait rencontrer Will, qui était un jeune gars que je connaissais
connaissais pas, qui était passionné, lui, dans le fond, son dada principal, c'était de vouloir faire de la musique de film. Et j'ai rencontré Will dans son sous-sol, out of the blue, au travers de Fred, et avec la seule et unique phrase « Mon père, c'est pas mon père, c'est ma sœur, raw », qui était une phrase qui, fondamentalement, n'a aucun sens ni qualité de profondeur, mais c'était une phrase que j'ai dit pendant beaucoup trop d'années et que sa seule utilité de la redire et qui me faisait rire à moi et mes amis, c'est le fait qu'elle voulait rien dire. Donc, je suis arrivé en rencontrant... Ce qui est fréquent en musique. Ben oui, oui, c'est Smells Like Teen Spirit, ça veut rien dire. Puis de voir... Ah, sérieux? Je savais pas que Kurt était comme... Ah, ça... Ben moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est une phrase weird. Ah oui, c'est très En large. musique, il y a plein de choses 100%. qui sont... C'est cool que tu dis ça. Je trouve... Tutti Frutti. avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire, Tutti Frutti. Ouais. Hey man, là, je vais essayer de plus dire raisonner, paradoxal. On dirait que c'est le Ou stress. tu peux le répéter. OK, Je j'avais... t'encourage à le répéter plutôt qu'à te dire de pas le répéter. OK, parfait, ça va être parfait. plus libre. Ah non, c'est parce que je suis comme, man. Puis attends, qu'est-ce que je voulais dire? Blablabla. Oui, j'ai rencontré Will et je lui ai dit, au fait, on a commencé dans son sous-sol. Will avait genre un laptop, un micro qui enregistrait mal, puis une carte de son de vraiment poche. Génial. Puis, Parfait pour créer. exact. Puis avec aucun... barème ou aussi prétention ou désir de faire quelque chose qui ultimement allait mener à quelque chose. Il n'y a rien de mieux que créer quelque chose en se disant que personne ne va l'entendre. Honnêtement, c'est comme retrouver un peu cette magie-là de l'enfance quand tu joues dehors au Power Ranger puis tu t'en fous. C'est comme rentrer dans la création pure. C'est quand même assez jouissif. Et sans regard extérieur. Oui, puis ça arrive, tu sais, comme même en jeu, comme ça arrive pas, tu sais, c'est très rarement. C'est très cool. Au Québec, on n'a pas le temps. Il faut faire ça vite. Exactement. Fait que ça a été comme une espèce de microcosme qui a comme duré 2-3 mois où on a fait Barbe au complet, qui est vraiment Barbe à papa. C'est comme un ramassis de TDAH, de plein d'inside et de trucs vides et d'autres moins vides qui, pour moi, ont des résonances sincères avec des thèmes que je vais extrapoler plus tard et tout. Mais c'était cette espèce de vomi-là que j'ai fait en me disant... Si je fais juste une toune, après on sort un clip dans 3 mois, naïvement, chose que ça s'est pas passé comme ça. Puis finito, après, c'est comme, j'ai juste le goût d'aller là, mais ça fait l'effet contraire. Au fait, j'ai réellement eu un kick de stimulation, de bonheur, un peu comme quand j'ai découvert le skate, où je me suis adonné pendant 3 mois de façon très compulsive avec Will à juste enchaîner des tunes ensemble. Et d'ailleurs, la deuxième chanson qu'on a sortie, Whoopa, récemment, un peu avant l'Halloween, parce que l'Halloween, c'est comme j'ai dit, ma fête. Ouais, j'ai vraiment une résonance. Ça a marqué mon enfance, cet univers-là. D'ailleurs, on dirait que j'ai encore un... Oh non, j'aime mieux, peut-être des fois, peut-être créativement, des fois, c'est peut-être pas mieux de parler des trucs qu'on a le goût de faire, mais en tout cas, c'est une thématique, c'est un univers que j'aime beaucoup, disons. Et au travers de ça, on a juste enchaîné, on a écrit plusieurs et fait des maquettes et plusieurs chansons pendant 3 mois très intenses où les barèmes de l'univers qu'on a créé ont été comme spécifiés. Puis, a priori, au début... j'avais l'idée, au fait, d'un personnage parce que, tu sais, je me considère pas... Au fait, je ne suis pas un rappeur et j'irais même jusqu'à dire que je me considère pas chanteur ni musicien. Je trouve que ce serait pas authentique de dire que je peux pas me mettre cette étiquette-là sur moi. Ce serait pas honnête ou vrai. C'est comme... Ce serait awkward un peu pour moi. Puis j'ai trop aussi de respect, au fait, pour ces artisans-là. T'es pas à l'aise d'aller voir Jean Leloup et dire « Toi puis moi, on est pareil ». Eh boy, jamais. Ou comme même n'importe quel, comme mettons, rappeur québécois que je respecte et tout ça, je pourrais pas faire comme « Hey, on fait la même affaire et tout », mais au fait, on a comme... Ouais, c'est ça. Au fait, est-ce que ça fait du sens comment on a commencé ça? Oui, ouais. Exact. Puis on avait un personnage. Le projet s'appelait Père Luc au début parce que c'était juste un nom que quelqu'un m'avait déjà dit dans un party par rapport à ma phrase de mon père, c'est pas mon père, c'est ma soeur. Puis je pense que c'est Alexandre Dubé, la comédienne, et comme si c'est Père Luc ton nom de truc. Bref, anyways, fait que le projet s'appelait de même. Puis c'était beaucoup dans l'autodérision et dans le jeu. Dans le jeu, c'est solide. Dans l'exploration, moi, ce que j'ai observé, c'est beaucoup d'amusement puis de jeu, puis on joue, puis c'est le fun. Puis aussi, même malgré tout, même c'est ce qui était intéressant, comme tu sais, quand t'es jeune, moi j'ai écouté beaucoup du Rammstein. Mes influences, tu sais, comme Rammstein, j'ai écouté ça tellement d'années, puis j'ai tellement trippé, puis tu sais, d'autres qui jouaient. J'ai jamais, pardon? C'est d'autres qui jouaient beaucoup. Ils s'amusent, c'est ça. Ah oui, 100%. Ils s'amusent, ils jouent. Mais tu sais, je comprenais pas les paroles ou la signification, mais je raisonnais avec l'émotion passée derrière ça, puis
ça englobe un peu aussi les deux premières chansons qu'on a sorties où j'aimais l'idée d'une espèce de personnage. Tu sais, moi, mes références au rap plus jeune, c'était vraiment au skatepark où j'avais des amis qui, à un moment donné, tiltaient dans une bulle puis se mettaient à faire des rap battles un peu de comme « j'ai la colère dans le sang et ta mère a pu », tu sais, des affaires pas très incroyablement bien et tout. Puis c'est une image qui m'a marqué jeune de comme c'est quoi. Puis comment j'imaginais Père-Luc, c'était vraiment un genre de personnage avec une casquette sur le côté, une hélice, puis qui se pense Joe Cool quand il est vraiment pas, tu sais. Puis c'est pour ça que, mettons, Barbe à Papa commence avec un beatbox vraiment poche, ensuite une phrase pseudo-profonde qui l'est quand même un peu, qui est d'ailleurs, tu sais, si tu veux des affaires que tu n'as jamais eues, il va falloir que tu fasses des affaires que tu n'as jamais faites. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai appris en détox, la première détox que j'avais faite. Puis ensuite, que j'enchaîne sur un pseudo anti-diss à Loud, qui n'est pas un diss à lui. Au fait, c'est juste, ça me faisait rire un rapper qui veut diss quelqu'un, mais finalement, il s'auto-diss avant de commencer sa tune. J'étais comme, ça me fait juste rire, au fait. C'est comme, le gars, il l'a pas du début à la fin, puis ça justifie aussi beaucoup des paroles de comme YOLO swag et tout ça, que je dis pas dans le premier degré, évidemment. Au contraire, c'est tellement des phrases que jamais je dirais ou que je trouve cool, que ça me faisait rire au fait de faire ce pot pourri-là, qui a donné aussi, tu sais, dans la scène finale. Au tout début, les premières minutes, je croyais que c'était une parodie d'un clip rap. Oui, qui n'est pas tout à fait faux. Pas tout à fait faux, puis ça fait du sens au fait puis surtout une parodie de quelqu'un qui l'a pas. Moi, c'est vraiment ça qui me faisait comme la fine ligne entre comme est-ce que c'est vrai ce qui se passe, puis si c'est vrai, ben le gars what the fuck. Puis je trouvais ça que c'était une exploration créative intéressante, mais sans jamais me dire ça va perdurer dans le temps, on va faire un album, tu sais, on travaille en ce moment sur un album et tout, tu sais, jamais on aurait pensé que ce serait devenu réellement un projet sérieux malgré le degré qui est quand même qui est précis. Là, on explore un template différent, disons. Puis, mais tu sais, comme mettons dans la scène finale, dans Barbe, où il y a quand même un moment d'intensité, même si je ne répète que crypto-monnaie, YOLO swag, mon père, c'est pas mon père, c'est ma sœur, raw. Mais il y a quelque chose d'intéressant chez l'humain ou dans la création, comme mettons, tu sais, Rammstein, je comprenais pas les mots et tout ça. Puis, des fois, jeune, je chantais des paroles par rapport, puis je suis comme rackin' on bang on tu sais, sans savoir ce que je dis, mais l'intention, je la file, j'ai ça. Puis, malgré tout, tu sais, dans Barbe, il y a quand même une énergie de rage à la fin qui était très réelle quand même à l'époque, puis que j'avais le goût d'exprimer au travers de tout ça, même si ça reste... Tu comprends ce que je veux dire? C'est intéressant de passer par plein de places. J'écoutais un podcast qui parlait d'Oasis, puis Oasis sont fascinés par leurs paroles, ils répètent souvent, ça ne veut rien dire. Wow, c'est hot, ça. Mais c'est un Wonderwall, ça n'existe pas. Ouais. C'est un Wonderwall, ça par rapport. Là, t'écoutes les paroles d'Oasis. Souvent, ils se chicanent quand les journalistes disent « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » À rien. Wow. C'est des super belles phrases. Y a-t-il une entrevue de ça? Je serais tellement curieux de... Il y a beaucoup d'entrevues avec ces gars. OK. C'est sick sur le... Rien. C'est sick. C'est très cool. Juste le fun. Puis encore l'émotion. Exact. C'est quoi un Champagne Supernova? Rien. Juste cool à dire. Oui. Puis la guitare est bonne. Puis c'est correct aussi. C'est comme se donner ce droit-là et tout. Puis je pense que l'autodérision est importante. Puis dans ce projet-là, au fait, je voulais vraiment explorer tranquillement l'humour. Mais finalement, en tout cas, on va aller dans plusieurs sphères. Puis, il y aura peut-être des personnages récurrents et tout. Puis, c'est un hybride intéressant, sans prétention et pas sans ego non plus, parce que, tu sais, avec des phrases comme Pète pis répète, s'en va en bateau, qu'est-ce qui reste mon père, ou comme, tu sais, dans Papa, je dis que j'ai un micro-pénis, mais que j'ai une crise de grosse unicouille qui, je m'en tue mes fesses, ça me sert de tapis de yoga. Puis, je sais qu'il y a des personnes qui ont pris ça vraiment littéralement, comme si c'était vrai ce que je disais. Puis, tu sais, un truc que tu veux absolument partager au monde. C'est ça, naturellement, évidemment, non, c'est vraiment pas. Puis, à la limite. Le clip, comment ça s'est fait? Ouais. What the fuck? Ça, au fait, tu sais... C'est un tour de force, c'est vraiment réussi. Mais au fait, il n'y a rien qui me revient. C'est vraiment à cette équipe de chefs extraordinaires qui ont honnêtement, je n'en sais rien, mais un plaisir de l'univers du projet, ont voulu embarquer. Il y avait beaucoup de cette cohorte-là, au fait, qui était, mettons, André faisait le film de Xavier pendant à cet automne-là. Et Nancy André Grant, Forcier, pour savoir André Forcier, c'est peut-être... André, excuse, j'ai-tu dit Forcier? Non. C'est moi qui l'ai dit. OK. André Turpin, mon erreur. Oui. Mon erreur. C'est mon erreur. Même âge. Vraiment pas. André Turpin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands directeurs photo. Oui. Et réalisateur aussi. Pour moi, c'est un réalisateur autant qu'il... Pour vous donner une idée, c'était le directeur photo de Denis Villeneuve. Ouais. Il était censé faire le premier film de Denis Villeneuve aux États-Unis, mais c'est juste parce que Roger Deakins a accepté. Lui, il est d'une renommée internationale. C'est un grand directeur photo. Wow. Alors, Ah oui, André, c'est un des vraiment les plus grands qu'on a ici, là, de loin. Là,
aussi, pour vous donner, Martin Matt accepte juste de faire des pubs de Maxi. C'est André Forcier qui... OK. Ouais. André Turpin. Si André pas sur le plateau, hop! Exact. Martin vient pas. André, la phrase que j'aime lui dire, c'est André Turpin, il vieillit bien, comme un bon vin. Non, mais je trouve que c'était vraiment un très bel homme. Il est vraiment, puis il y a tellement d'humilité, puis tellement de talent. C'est comme. D'ailleurs, il vient de l'Outaouais, donc rock and roll. Wow. He's from our places. Bref, au fait, il y a eu. Ce projet-là n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu Nancy Grant, qui est la productrice de Xavier, entre autres, qui produit tous ses films et tout. Puis Nancy. Savait où est-ce que j'étais à cette époque-là. C'est un peu weird d'ailleurs de sortir un clip presque 3 ans après d'avoir écrit la toune et tout ça. Là. C'est spécial, mais Nancy, d'ailleurs, son surnom qu'on lui donne maintenant, c'est Nancy Kiri. C'est d'ailleurs la femme chat qu'on retrouve dans Barbe à Papa et dans Whoopa. Et c'est un personnage qui risque d'être récurrent là, au fil des clips. Mais c'est Nancy, au fait, qui agit à titre de philanthrope et qui a rencontré Fred et moi. À l'époque, on est arrivé sous le tournage. On était comme, hey, on aurait un clip, on aimerait ça faire ça avec 5 000. Tu sais, les noobs qui n'ont aucune idée de comment ça n'a pas coûté 5 000. Non, mais c'est ça, exact. Mais c'est juste drôle, la naïveté puis l'innocence de vouloir bien faire. Voici, on a un budget de 5 000. Puis on a vraiment, tu sais, moi et Fred, en 2 soirs, vraiment tout séquencé, scénarisé au fait le clip. Tu sais, puis il y a vraiment beaucoup plus de détails. Puis ça, c'est un plaisir plus personnel, mais il y a tellement de détails et d'inside, même visuellement dans le truc. Mais tu sais, je l'ai pas fait pour que les gens mettent des stops puis le voient, mais moi, me dire, hey, s'il y en a 4 au Québec qui ont passé le temps d'essayer d'aller un peu plus loin que juste le regarder 2-3 fois, ce sera ça. Mais moi, c'est important. J'aime ces genres de réalisateurs-là ou quoi que ce soit, ou qui ont vraiment je sais pas, tellement un amour d'aller dans les différents degrés, puis dans les détails, dans le symbolisme. Bref, peu importe, je trouve ça cool. C'est fun. Stanley Kubrick, en tout cas, il y a plein de documentaires sur comme The Shining, tous les symboles qu'il y aurait là-dedans. Is it true, is it not? I don't know, but c'est juste super intéressant. Ça, c'est cool d'être profond. C'est que des fois, c'est fun. Tu mets les spectateurs inventent des signes. Oui, on en ajoute. C'est cool, c'est le fun. Ou dans les Simpsons, une des raisons pourquoi les Simpsons est aussi apprécié, c'est qu'il y a tellement de profondeur. C'est incroyable. Moi, je capotais ses jouets dans le temps. Je trouvais ça débile d'avoir la petite maison, tout ça, les Simpsons. Anyway. Bref, à l'automne, Nancy a fait comme, hey, Xavier avait comme trouvé ça intéressant, la première maquette qui devait, un jour, on va la sortir. Je disais, déjà que Barbe, c'est une toune très éclectique, puis ça paraît que c'est un dude qui a jamais écrit une toune qui a fait ça. Là. Je disais, il y a genre 2 refrains, ça change aux 5 secondes, puis c'est comme, mais c'est avec elle qui a fait, hey, je pense que c'est un des frères Cohen. Ça n'a pas de sens, Potoman. Ça arrive. Un des frères. Il y a de l'eau, si tu veux. Ben oui, merci. Un des frères Cohen a déjà dit tous les premiers albums ou toutes les premières chansons de chaque artiste, c'est pas leur album, c'est pas toujours leur meilleur album, mais c'est dans leur carrière la fois où ils vont plus se ressembler. C'est fou, hein? C'est intéressant. Je pourrais confirmer dans 1 an, mais je pense que, en tout cas, pour moi, ça a été, autant que c'est dans la blague et tout, c'est quand même très authentique comme... c'est extrêmement authentique comme chose. Exact. Puis, au fait, Nancy a fait « Hey, je te supporte ». Elle a financé le clip au complet. Let's go, Nancy! Et si c'était pas de elle, je veux dire, c'est l'oracle. Ça a été, tu sais, s'il y a vraiment eu des mains en haut, tu sais, je sais que le fait qu'on a comme signé avec Universal, tu sais, j'entendais du monde dire comme « Ah, ils ont été comme, tu sais, créés par Uni qui les a pris ». Tu sais, je veux dire, on a signé avec Universal, genre 1 an et demi après avoir sorti, tourné le clip et tout. Puis en toute franchise, on a une liberté tellement créative que, genre, pas que si on serait tout seul, ça serait la même chose. Mais au niveau créatif, c'est vraiment la même team qui se suit, au fait. Fred Gervais, Willy, cet homme sans visage, et moi et Juliette Rouleau, qui est ma meilleure amie, on est comme cette espèce de quatuor-là qui vont continuer, en tout cas, qui sont soudés, serrés dans ce projet-là. Mais bref, donc Barbe à Papa, on l'a tourné en l'été 2019. Wow! Ouais, il fait un bout, là. C'est pour ça que c'est comme... c'est cool. En tout cas, c'est spécial. C'est comme une pièce d'anthologie dans ma vie à moi de ressortir ça. J'aurais-tu fait la même chose aujourd'hui? Jamais. C'est génial. Ah oui, c'est juste avant. Et au fait, tu sais, tous les acteurs n'ont pas été payés. Puis, il y a comme eu... Pour ceux qui nous écoutent, ils gagnent très bien leur vie, les acteurs. Fait que c'est dans ce clip, fait que c'est ça correct. Ouais, c'est sûr que les gens là... Il y a personne dans le clip qui s'est fait « Ah, mon loyer, comment je vais faire? » Non, mais ils ont été très généreux de leur part de juste embarquer dans un délire sans même trop savoir dans quoi ils embarquaient. Puis juste meilleur. Il n'y a rien de mieux qu'embarquer dans un délire que tu comprends pas. Ben non, puis ça m'a beaucoup... juste moi, ça a été... ils ont été pour beaucoup dans le support de comme continuer parce qu'eux, ils connaissent mon brain, comment je suis, puis je sais pas, mais de trouver une maison de refuge. Puis ils l'ont partagé. C'est génial. C'est gentil, mais en même temps, comment dire, j'avais tellement aucune attente. Puis c'est spécial quand même sortir de quoi comme tellement longtemps après. Pas qu'il y ait un détachement, mais je veux dire, t'évolues quand même comme humain que
j'avais comme pas trop vraiment d'acheter comme juste c'est cool que ça sorte puis qu'on on close ce chapitre-là, que tu sais, ça existe et tout ça, mais tu sais, aussi dans ma tête, il y a comme. En tout cas, il y a peut-être des personnages récurrents qui reviendront dans tout ça. Puis, tu sais, il y a un merge un peu avec François Pérusse dans l'univers. Puis, les gens vont découvrir au fil du temps vers où on se dirige, même si en ce moment, ça se peut que ce soit pas vraiment clair. Et c'est avec raison aussi, parce que moi aussi, si j'ai pas d'infos ni background, je suis comme, c'est quoi cette gang-là de dudes qui joue, puis arrive acteur, puis il se pense cool, puis il est comme. Fait que, voilà. Crois-tu qu'une des raisons pourquoi tu étais aussi appelé par la musique et par pas savoir où tu t'en vas, c'est qu'au cinéma et à la télévision, on sait tout où c'est qu'on s'en va. Tout est. Puis c'est pas une critique, là, parce qu'il faut bien. Pour faire un film, il faut bien que tu saches où tu vas. Penses-tu que c'est un lien? Au niveau de, je pense, un désir de sortir d'un carcan, puis aussi d'un sentiment que c'est weird à dire. Tu sais, j'en parlais avec un ami comédien il y a pas longtemps. On dirait que quand tu commences à jouer aussi jeune, ou sûrement adulte aussi en sortant de l'école, ou peu importe, je peux pas le dire, je sais pas, mais tu deviens un peu comme, on t'impose inconsciemment. C'est pas, il y a rien de méchant et tout ça, mais on t'impose une forme un terrain de jeu que tu observes au fil des ans, que t'es comme, OK, moi, c'est ce terrain de jeu-là qu'on m'a casé dedans. Tu sais, comme j'ai jamais fait d'humour, puis ça a tout le temps été le truc que j'ai comme voulu faire, des séries humoristiques. Il y a eu ça d'école, mais on va dire comme mon père, ça n'a pas décollé comme du monde. Mais tu sais, il y a jamais, j'ai tout le temps été comme des castings de comme, le gars ténébreux qui manque de respect à tout le monde, puis qui est comme cool, et peu importe et tout. Puis c'était tellement comme, genre, non assouvissant que oui, il y avait un besoin de fuck tout et juste de comme aller sans comme un besoin de plaire à du monde et juste d'aller explorer quelque chose sans but ultime. Je pense que c'est dans cette naïveté-là. C'est tellement cool de pas avoir de but. Ah, mais tu sais, dis souvent, ayez des objectifs puis atteignez-les. Pas avoir d'objectifs, c'est tellement libérateur. Ah, c'est extraordinaire. Puis après, c'est que tu veux aussi retrouver ça dans les créations futures, cette espèce de... Fait que... mais oui, c'était... je sais pas trop qu'est-ce que je voulais dire avec ça, mais vive la vie. On en a seulement un. On en a seulement un. On a seulement un. On a seulement un. La morale de cette histoire. Fait que, Fait que j'ai adoré t'écouter. On veut te suivre, qu'est-ce qu'on fait? Pour me suivre, au fait, là, I guess, Instagram, Pierre-Luc Lafontaine. Et on m'a dit les boss en haut, là, les big boss dans Pénombre que je vois pas, qu'il y a le Instagram de PL et Willy, PLX Willy sur Instagram, et TikTok, que je suis zéro actif et que j'ai passé à peu près 1 minute et demie sur la plateforme. PLX Willy sur TikTok, mais on me pousse suivez-le à des places où il est pas puis il veut pas aller. Ouais, mais c'est qu'on m'a dit vraiment qu'il faut que je sois là-dessus et j'ai pas mais peut-être qu'un jour, je vais être comme « Hey, salut gang, voici ma danse. » Donc, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, mais merci Thomas pour cette belle... Je te souhaite de te voir danser bientôt. Merci, au plaisir. Yeah.